Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On a eu un sacré week-end de sport auto. C'était dur d'avoir un moment de répit pour soi, mais on a eu la F1, la F2, la F3, la Freca, l'Eurocup 3. On avait même d'autres choses en plus qu'on abordera sur la fin de live. Mais on a eu un sacré week-end. Donc là, il faut prendre le temps de débriefer devant l'apéro, comme, enfin, si vous le voulez, il n'y a pas de souci, on a le droit à l'apéro en semaine. Salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat, vous êtes très actifs sur ce début de chat. Évidemment, moi je suis aussi, je sais que certains d'entre vous suivent aussi les qualifications de Roland Garros en même temps, et notamment notre jeune craquito Moïse Kouame. Malheureusement, je pense que ça va pas passer pour lui, mais bon, ouais, voilà, c'est une première expérience, hein. Il est très jeune. On va pas parler tennis ici, évidemment, on va parler sport automobile. Euh, je ne sais pas si vous avez vu mes tweets sur le week-end, car globalement, un tweet sur deux, c'était petite clim pour nos Français, compliqué, compliqué. Et le tweet d'après, c'était la victoire ou le podium, magnifique performance. Donc, Je sors de ce week-end, je suis très content pour certains Français, beaucoup plus réservé pour d'autres. Parlons peu, parlons bien. Enzo Designy est champion à combien de courses de la fin? Alors, j'essaye de, on va pas trop s'emballer ici, mais évidemment, euh, côté français, de tout le week-end, ça a été le français le plus impressionnant, très clairement. Allez, avec Isaac Hadjar quand même, mais on va pas trop parler Formule 1, mais en tout cas, énorme Grand Prix d'Isaac Hadjar. Nul le week-end des Français à part pour Deligny. Bon non, pour Caranta ça passe. Pour Caranta ça passe quand même. Il a bien redressé la barre le dimanche. Et puis en karting, il y a aussi eu des trucs sympas. En F3, Giusti aussi sympa. Sur le rythme, un peu moins sur les résultats, mais sur le rythme, super intéressant. Martins, théoriquement, sur le rythme, c'est exceptionnel aussi. Voilà, il faut juste savoir tirer le positif là où il est. Et parfois, le positif n'est pas toujours dans les résultats bruts, notamment pour Victor Martins ou d'autres. Bon, écoutez, on va commencer sans plus tarder le petit PowerPoint que je vous ai préparé. La Freca, c'était grave bien à regarder, même les qualifs, souvent, franchement, c'est pas Francorchamps, il y a des circuits, même si la Freca, c'est des paquebots et tout, c'est compliqué, c'est compliqué de dépasser, etc. Il y a des circuits, style Spa-Francorchamps, c'est super, c'est toujours super, surtout depuis l'introduction du push to pass. Franchement, il y a des belles perfs, enfin, il y a du beau spectacle, il y a du beau spectacle, quelle que soit la voiture. Justice doit se mordre les doigts pour le top 12. Tellement, tellement. Parce que vraiment, bon, on va en reparler. On va en reparler de la F3, mais Justice, c'est très intéressant, mais on attend encore ce premier résultat choc, vraiment. On va parler aussi du week-end de Dorian Pain, du premier week-end de Dorian Pain en Fricas cette année. Bon, bah ça a été malheureusement assez compliqué. Il y a eu des promesses, il y a eu quand même quelques promesses, mais je crois que malheureusement on n'est plus trop autant des promesses. Donc voilà, on va en reparler évidemment de Dorian Pain. On va commencer dans l'ordre et avant la F2, la F3, la Freca, l'Eurocup 3. Euh, un petit point, une petite news de la journée. J'avais envie de parler, je ne sais pas si vous l'avez vu, puisque c'est une exclusivité d'Auto Hebdo. Simon Pagenaud va accompagner Théo Pourchère. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, petite news qui est tombée grâce à Auto Hebdo, qui a interviewé l'ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis et l'ancien champion d'IndyCar. Simon Pagenaud va avoir à signer un accord avec Théo Pourchère pour globalement le manager outre-Atlantique, et donc pour que Théo Pourchère ait des opportunités de pilotage en IMSA, en IndyCar ou bon, en NASCAR peut-être pas, mais voilà, IMSA, IndyCar, ce genre de choses. Très intéressant sur le papier c'est exceptionnel quand même. On a l'un des plus gros cracks des formules de promotion de ces dernières années, français et internationaux, qui est accompagné par celui qui a tout gagné, en tout cas dans la monoplace américaine et qui est français, le meilleur représentant français depuis, enfin voilà, l'un des rares représentants français. Et voilà, un énorme palmarès, aussi une énorme expérience en endurance. Donc, puisque c'est aussi un excellent pilote d'endurance, ancien pilote des 24 heures du Mans. Moi, je suis intéressé. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que ça va vraiment déboucher sur un retour de Théo Pourchère en IndyCar? Est-ce que ça va déboucher sur une arrivée de Théo Pourchère en IMSA? On rappelle qu'il est sous contrat de Stellantis.
sous contrat du groupe Stellantis. Stellantis, c'est la marque qui englobe les marques Peugeot, DS, Citroën s'il veut faire du rallye, on sait jamais, mais aussi Maserati, mais aussi voilà. Il y a un article de The Race, de The Race qui disait que Stellantis avait proposé un siège chez Maserati en Formule 1 à Pourchère. De quelle date? Qui date de quand, Homero? Puisqu'il y a des rumeurs, et Maserati a été extrêmement content du travail qu'a fait Théo Pourchère en essai en Formule E. Mais je sais qu'il y a des rumeurs, mais est-ce que c'est récent ce que tu dis là? En tout cas, voilà. Après une traversée du désert, hein, franchement 2024 enfin 2024 ça n'a pas été évident après son titre de F2. Voilà, il commence à y avoir des choses intéressantes qui se mettent en place et je pense qu'on va très vite retrouver Théo Pourchaire dans un top championnat. Déjà là actuellement il est en European Le Mans Series, donc qui est un top championnat mais qui n'est pas un championnat du monde, qui n'est pas un championnat de référence, qui très 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 grossièrement, je sais que les fans d'endurance vous allez me taper, mais c'est une sorte de F2 du championnat du monde d'endurance. Après Jeddah pour la FE, donc il y a un mois environ, mais du coup ça voudrait peut-être, hein, peut-être, mais j'avais aussi lu un autre article qui disait que c'était pas fait, hein. Que c'était pas fait, qu'il y avait aussi les actuels titulaires, Stoffel Van Dorn, Jake Hughes, qu'il y avait aussi Jean-Éric Vergne du côté de chez DS, et son coéquipier que j'ai oublié, qui est bien évidemment le coéquipier de Jean-Éric Vergne, Gunther. Je crois que c'est Maximilian Gunther, je crois. Non mais respecte le LMS, non mais dans le sens où la LMP2, voilà, la LMP2, c'est pas le truc référence, il roule pas en hypercar, il roule pas, ouais c'est Gunther, c'est ça. Non mais vous avez compris ce que j'ai dit. Hughes, il serait sur le point de se faire tège, bah on espère, hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Partout, surtout en sport auto, ça serait intéressant. Ça serait intéressant, mais voilà, la carrière de Théo Pourchère continue de se développer. Maintenant, voilà, je le voyais très bien dans un double programme WEC FE à l'avenir. Est-ce que voilà, cette collaboration avec Pagenaud peut amener sur des choses en IMSA, en IndyCar? Ça peut être sympa, parce qu'en tout cas, en IndyCar, il avait vraiment prouvé sa valeur avec un top 10 très rapidement. Hughes, il est pas dégueu en F1, mais il n'a jamais été dégueu, hein, comme pilote, hein. En F2, en F3, il était pas dégueu. C'est juste, bah, enfin, c'est pas exactement le même niveau que Théo Pourchère, quoi, on va dire. Ouais, oula, merci. Ah, merci Homero pour la réaction très rapide. Merci beaucoup. Bon, écoutez, donc voilà. À voir ce que ça va donner pour Théo, mais bonne nouvelle en tout cas. C'est forcément d'avoir des relations en plus, surtout de Simon Pagenaud qui est très apprécié aux États-Unis, c'est toujours intéressant. Allez, on passe à notre premier championnat dont on va parler, dont on doit parler, et je précise dont on doit parler, puisque pour être très honnête, c'est enfin, je pense que c'est le championnat ce week-end où j'ai le moins suivi les courses. Parce que j'étais vraiment en avance rapide et j'ai été blasé. J'ai été blasé tout le week-end. Enfin, le week-end a été vraiment une farce. Avec notamment ses qualifications. On rappelle avec le drapeau rouge qui est provoqué par Kouchmaini à 5 minutes 50 de la fin. Et la qualification n'est tout simplement pas reprise. Mais il y a seulement deux pilotes qui ont franchi la ligne d'arrivée quelques secondes avant le drapeau rouge. Dino Beganovic et Sébastien Montoya qui ont donc verrouillé la première ligne. La qualification n'a pas été reprise parce qu'il y avait la deuxième séance d'essai libre de F1 juste après. Bah je suis désolé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On a des pilotes qui payent 3 millions d'euros la saison, à peu près, hein. Il y en a qui payent un peu moins, il y en a qui payent un peu plus. C'est pas sérieux d'offrir ce niveau de championnat là. Et je parle même pas des voitures qui se sont fait remarquer par tous les calages. Montoya au tour de formation en course principale, Victor Martins au premier tour, et merci à Sami Mektounif. Merci à Sami Mektounif qui a dégommé la Formule 2, qui a dégommé l'organisation de la Formule 2 en live, en Mondovision sur Canal+. Et Sky Sports, j'ai pas entendu ça, mais sur Canal+, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. On va même, attendez, je pense que je vais essayer de le remettre. Je vais essayer de le remettre.
Hop, hop, hop. J'avais préparé le tweet au cas où. Mais où globalement, je sais pas si vous allez entendre le son. Je pense que vous allez entendre le son. Ouais, attendez, là vous l'entendez pas, c'est normal, moi non plus. Rien du tout. Je pense que pour moi c'est une blague parce qu'ils disent qu'il y a eu des dégâts sur le circuit alors qu'il y avait rien du tout. Je pense que c'était une question de timing, il y avait un peu de retard pour la F1, je sais pas c'est quoi le problème, mais ils doivent normalement faire repartir quand il y a plus de 3 minutes. Et dans ma tête, je m'étais préparé à repartir parce que je savais que je faisais un très bon tour et que je pouvais peut-être le refaire, histoire de me mettre dans le top 10, là où on mérite d'être. Et au final, ils repartent pas. Rien à faire, hein. Je vais rentrer à l'hôtel dormir et voilà. Ça me dégoûte un peu parce qu'il y a des trucs tellement illogiques et ça gâche un peu la catégorie. Et je sais pas. Dégoûté. Qu'est-ce que ça fait Pour moi, c'est une plaisir. blague Wow, parce wow, 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 qu'ils oui, oui, disent c'est bon, qu'il y a on eu a des compris. dégâts On a sur le compris, Samy. circuit alors Oui, qu'il y avait oui, rien. c'est bon, merci. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir quelqu'un dire les termes, vraiment. Samy Mego Tony, exactement. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a des trucs tellement illogiques, ça gâche la catégorie. Enfin, oui, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est un truc que tout le monde pense, mais que personne ne dit. Donc, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir qu'il y a quand même des voix qui s'élèvent. Alors, il y a déjà des voix qui sont élevées, mais de personnalités style Helmut Marko qui n'ont jamais eu leur langue dans leur poche, ou voilà, ou Colapinto, mais qui étaient déjà, enfin, déjà qui parlaient à des médias argentins, et puis ensuite les pilotes quand ils passent en F1, quand ils montent en F1, ils parlent un peu plus. Je me rappelle aussi Isaac Hadjar et surtout ses parents qui avaient parlé au gala de la FFSA la veille de son annonce en Formule 1, où c'était un soulagement de partir de la Formule 2, de partir des formules de promotion, où globalement on savait jamais trop à quoi s'attendre, quel matériel on avait, quelle organisation on allait avoir. Et donc voilà, d'arriver malgré tout ça en F1, malgré toutes ces épreuves, voilà, que ça faisait énormément de bien et que ça enlevait un énorme poids. Et de voir des pilotes de F2 actuellement oser dire ça, chapeau, chapeau. Oui, juste après, Samy a calé en course sprint, certes, mais l'histoire s'est bien finie quand même pour Samy, vu que en course principale, il a marqué son premier point, quand même. Donc, bon voilà, bravo à lui. Enfin, c'est un peu comme Isaac Hadjar, il a vraiment un franc-parler devant les médias, très à l'aise, très, très cool, etc. Et bah, il continue de garder ça quand il monte dans les catégories, donc ça c'est très chouette. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Est-ce que ça va faire bouger les choses? Malheureusement, je ne pense pas. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de... Surtout, en fait, il faudrait... C'est bien que les pilotes parlent, mais les pilotes sont... euh, les pilotes n'ont pas vraiment de décision en fait. Il faudrait que ce soit les académies en fait. Il faudrait que ce soit les académies de F1, les équipes de F2, F3, etc. Que tout le monde boycotte ou je sais pas quoi ou voilà. Puisque là, je suis sûr qu'il y en a qui peuvent prendre l'interview de Mektounish en mode ah bah il se cherche des excuses, etc. Bah si t'es pas assez bon, va voir ailleurs, etc. Je suis persuadé qu'il doit y avoir des messages comme ça. Euh, Tout comme à chaque fois que par exemple on disait que les moteurs n'étaient pas complètement égaux, ça voulait dire qu'on diminuait la valeur du titre de Bortoleto et qu'on était juste jaloux du succès de Bortoleto, etc. Alors que chez Bortoleto, il a battu Hadjar en F2, ha ha ha, vous avez les nerfs. Hein. Voilà, ça fait. Voilà, malheureusement, il y a toujours des gens qui seront contents de comment. Que tous ces soucis, il y a toujours un champion à la fin, il y a toujours un champion. Là, il y a des deux pilotes qui ont profité de cette opportunité en qualification, qui étaient Dino Beganovic et Sébastien Montoya. Voilà, ça peut profiter toujours à tout le monde, quoi. Enfin, tant à l'écran de Bortoleto en F1 cette saison, ça, j'ai pas dit après. Après, voilà, c'est la première saison de Bortoleto en F1 et bien, mais bon, c'est pas évident de se montrer aussi avec une Sauber, parce que Hülkenberg, on l'a pas beaucoup, beaucoup vu, même si Hülkenberg a joué les points ce week-end. Ouais. Euh, Après, sincèrement, pour l'organisation, à partir du moment où c'est une course support, ça fait partie du jeu. Le problème, c'est qu'il faudrait arrêter d'en faire des courses support pour que ça soit une vraie formule de promotion. Bah,
Je sais pas, non, pas forcément. Mais pour moi, pas forcément. Par exemple, en moto 1, enfin en moto Grand Prix, moto 2, moto 3, il n'y a jamais ce genre de problème. Où je peux comprendre qu'on relance pas des courses quand il y a une qualification de Formule 1, quand il y a quand il y a une qualification de Formule 1, oui, quand il y a une qualification, quand il y a le Grand Prix qui arrive, je peux comprendre qu'on ne reprenne pas la course. Quand ce qui arrive après, c'est une deuxième séance d'essai libre, enfin, je veux dire, tu décales la deuxième séance d'essai libre de 10 minutes, ça va bien se passer, il y aura pas de fin. Voilà, ça coûtait quoi de décaler la F1 de 6 minutes? Exactement, merci. Voilà les termes. C'est quoi le F dans certaines cases sur l'image? C'est le F, enfin, je veux dire. Ah, meilleur tour en course. C'est pour dire le meilleur tour en course. Mais Percy, on n'est pas à Leclerc, on peut pas aller à grands frais. La F2 n'a pas de concurrence et ne pourra jamais être boycottée tant qu'il n'y a pas de championnat rivaux. Et c'est là où évidemment où je regrette l'absence de la Formule Renault 3 litres 5 qui offrait un excellent championnat rival et qui faisait que les deux championnats se tiraient vers le haut globalement. Et depuis la fin de la Formule Renault 3 litres 5, bah il n'y a plus que la F2. Et voilà, la F2 a le monopole, la F3 a le quasi-monopole. Et voilà, c'est pas bon, c'est pas forcément sain quoi. On en parle de Miyata, bah, on va un petit peu en parler. Je sais même pas si je l'ai évoqué en fait dans mon diapo, mais c'est vrai que Miyata là, ça commence à devenir vraiment compliqué, hein, même sur une deuxième saison. Euh, Comme je l'ai dit d'ailleurs, donc Ritomo Miyata qui est un ancien champion de Super Formula, Super GT, jeune pilote Toyota, qui en est à sa deuxième saison de F2, qui est le coéquipier de Victor Martins. Au bout d'un moment, ouais, va falloir se poser des questions, car visiblement l'expérience F2 tourne au fiasco. On peut toujours avoir des excuses, comme quoi, ah, c'est le moteur, c'est la voiture qui est pas bonne. Parfois, c'est vrai, ça peut arriver que 2 saisons d'affilée, tu as une voiture pas bonne, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas en sport automobile. Quand tu as 2 saisons mauvaises d'affilée en formule de promotion, au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, c'est bon, il y a plus. Ces excuses ne sont plus considérées comme valables, alors que parfois elles le sont, mais ces excuses ne sont plus considérées comme valables et ton train passe. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de passer pour Hitomo Miyata. Surtout que bah, c'est pas comme un Victor Martins où la saison est imparfaite, mais bah, tu vois sa vitesse pure, tu vois sa vitesse intrinsèque. Pour Hitomo Miyata, ça commence à dater la Super Formula maintenant, ça commence à dater le Super GT, et bah là on est en train de se dire est-ce que tout simplement il n'arrive pas à s'adapter à la monoplace européenne, à cet environnement de travail non japonais, est-ce que c'est trop de changements d'un coup? C'est compliqué là. C'est compliqué. La saison avait été cataclysmique chez Rodin Motorsport, on avait blâmé le moteur. Là, voilà, 2 saisons d'affilée pour moi, la F1, en tout cas le monde de la F1, le monde des formules de promotion européenne passe à autre chose quoi. Ça saoule de voir Browning faire ce genre de week-end quand Victor galère à ce point. Ils sont pas forcément ils sont pas dans les mêmes équipes, ils sont pas dans les mêmes conditions. Euh, Maintenant, Luke Browning a fait un excellent week-end. Il a fait un excellent week-end, il fait pas d'erreur globalement, il est régulier, il a la niaque, il arrache, enfin, c'était un petit peu au-delà de la limite, mais il arrache la deuxième place face à son coéquipier Dino Beganovic, peut-être un petit peu au-delà de la limite, je pense que ça a dû un peu serrer les fesses chez Hightech. Euh, mais voilà, c'est vrai que pour le moment, tout va globalement dans son sens, alors que Victor Martins enchaîne les mésaventures. Maintenant, je pense que la saison de F2 2024 et surtout les premiers Grands Prix F1 2025 nous ont montré une chose, c'est que les équipes de F1 ne regardent pas spécialement le classement de F2. Oli Berman, 12, je crois 12e de F2 l'an passé, il marque des points. Antonelli, il a fait une pole position en course sprint, alors qu'il avait fait seulement 6e de F2. Isaac Hadjar n'a pas été champion et pourtant bah, c'est lui le meilleur rookie et il tient la dragée haute à des champions du monde. Voilà, ça ne veut pas forcément tout dire la Formule 2. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui va se dérouler un peu en coulisses et ce qui va se dérouler lors des tests F1. Donc, Victor Martin, c'est 8e au championnat.
Mais devant, il y a quand même un pilote qui arrive à se dégager de ce marasme. Meilleur rookie, Antonelli à 3. Non, mais non, je suis désolé. Meilleur rookie, oui. Pour moi, alors, on peut peut-être on peut peut-être arguer sur le fait que oui, Isaac Hadjar a fait une grossière erreur lors du Grand Prix d'Australie, mais sur les 6 premiers Grands Prix, Isaac c'est le seul qui a jamais été éliminé en Q1. C'est des points, il se bat tout le temps pour les points à chaque course. Dans une Racing Bulls, il domine son coéquipier Lawson. Antonelli, pour le moment, est très loin quand même de George Russell, même si évidemment c'est pas du tout le même niveau de référence Russell et Lawson. Antonelli c'est excellentissime et je pense qu'il a un plus gros potentiel peut-être que Isaac, même si j'espère me tromper à ce sujet. Mais pour le moment Isaac c'est plus régulier. C'est plus régulier et voilà. Maintenant, c'est vrai, au classement, si tu veux parler au classement, bah évidemment, Antonelli dans une Mercedes, c'est plus simple d'être devant Isaac. Certes, ça je peux pas te contredire là-dessus. Mais quand je dis meilleur rookie, c'est subjectif. Hein, mais ça se joue probablement entre Hadjar et Antonelli, Berman 3, Bortoleto 4, même s'il n'est pas dégueu. Et puis ensuite, bon bah Douane, voilà, c'est. On pense à toi. On pense à toi. Antonelli, c'est le regen de Van Dorn. Van Dorn, c'est vrai que c'était le giga crack à l'époque. Tard à l'époque, Van Dorn, c'était le giga crack des formules de promotion pour au final un flop en F1. Bon allez, on se concentre sur la Formule 2, Alex Dunn en tête du championnat, un jeune pilote McLaren qui domine encore après le titre de Bortoleto l'an passé. Deuxième victoire en course principale, ça commence à devenir très intéressant et surtout il n'y a plus ces problèmes là enfin, pour le moment, à confirmer sur la durée. À confirmer sur la durée, c'est un truc qu'on va dire pas mal de fois durant le live. Parce que ça vaut pour tout plein de pilotes de la F2, de la FRECA, partout. Euh, mais c'est vrai que depuis sa victoire en course principale à Bahreïn, qui avait été à la suite, au lendemain d'une course sprint cataclysmique, où il avait été plus ridicule qu'autre chose par son agressivité inutile, euh, depuis sa victoire à Bahreïn, c'est solide, hein. C'est franchement solide. Et donc là, du coup, deuxième victoire en course principale, presque naturellement. Genre, il fait les dépassements, c'est bien. Bon, bref. Voilà, Alex Dunn en tête du championnat devant Luke Browning après son double podium. À Imola, Richard Verschoor a perdu la tête du championnat et passe troisième. Leonardo Fornaroli quatrième. Arvid Lindblad a fait une grosse percée au classement, deuxième et quatrième. Il monte à la cinquième place, juste devant son coéquipier Pepe Marti dans ce duel interne que Red Bull surveille attentivement. Septième, Jack Crawford pour sa troisième année, victoire en course sprint. Devant Victor Martins, lui aussi à sa troisième année. On a ensuite Dino Beganovic, Paulman, très chanceux qui a quand même sécurisé un podium le dimanche devant Goethe, Mini, seulement 11e après un week-end à domicile très compliqué. Durksen, Stanek, Montoya, Miyata, Villa Gomez, Maini et Sami Mektounif qui est le 18e pilote à avoir marqué un point en F2 cette saison. On a ensuite Amaury Cordil, Sian Shields, Max Esterson et John Bennett qui sont les 4 autres pilotes qui n'ont pas encore marqué de points. Alex Dunn qui va gagner le championnat pour finir dans un programme annexe type Barnard. Alors c'est vrai que... Bah attendez, je pense que c'est la diapo... Non, c'est peut-être pas la diapo d'après. Ah, zut. Voilà, Dunn. Alors, merci pour la transition extrêmement fluide. Oui, Alex Dunn. Donc, voilà. Un week-end plein, il n'y a rien à redire. Propre, rapide. Vraiment top, vraiment top. La question maintenant que je me pose, c'est vraiment s'il confirme vraiment sur la durée, s'il arrête de faire ses erreurs qu'il a fait en début de saison et qu'il a fait surtout en F3 l'an passé, si par exemple il est champion, McLaren ils font quoi en fait? McLaren ils font quoi? Puisque ils avaient déjà eu ce souci l'an dernier avec Bortoleto. Et évidemment, ils avaient dû laisser Bortoleto à la concurrence. Bortoleto, avec ses sponsors brésiliens et sud-américains, ils les ont laissés à Sauber, puisqu'il n'y avait pas de place évidemment pour McLaren en F1. Évidemment, Alex Dunn est déjà, oui, il est déjà pilote de réserve en F1, il fait déjà partie du giron McLaren au sens large, il a déjà eu des tests. McLaren est présent en Formule E,
bien, mais sauf que McLaren va bientôt partir de la Formule E. Il y a aussi, comment dire, McLaren est aussi présent, va bientôt être présent en WEC, pourquoi pas, l'IndyCar, pourquoi pas. Ou est-ce que, et ça c'est une idée que j'aime bien, est-ce que il y a une autre équipe qui pourrait le shipper, une autre équipe de F1 qui pourrait shipper le champion de F2, et est-ce que McLaren pourrait perdre un deuxième champion de F2 consécutif? Est-ce que Cadillac, c'est vrai que j'y avais pas vraiment pensé avant le live, mais est-ce que, je sais pas, Alex Dunn, je sais pas, alors il n'y a pas tant de sponsors personnels que ça, c'est pas spécialement un pilote à plaindre, mais voilà, le marché irlandais, comment dire que ça fait un peu moins rêver que le marché brésilien. Sur le papier, ça serait sympa. Maintenant, voilà, j'ai du mal à voir ça arriver. Pour le moment, il y a des pilotes qui sont devant lui sur la shortlist de Cadillac, et c'est des pilotes qui ont plus de budget, parfois plus d'expérience. Perez, Bottas, Zhou, Schumacher. Ouais, c'est pas très vendeur dit comme ça, hein. Mais justement, en vrai, ce qu'il faudrait, idéalement, ça serait, bah, genre tu mets un pilote d'expérience qui a gagné des grands prix comme Perez, t'as les marques, t'as les sponsors du Mexique, d'Amérique latine, et tu mets un jeune rookie. Normalement, c'est ça. C'est ça. T'as un pilote expérimenté et t'as un jeune pilote en qui croire et voilà, pour le propulser devant. Maintenant, j'aurais plus vu dans ce rôle du jeune pilote un pilote américain, puisque évidemment, Cadillac, ils ont envie d'être vraiment l'équipe américaine, etc., l'équipe des États-Unis. Pour le moment, ça se bouscule pas au portillon. On pouvait certes penser à Colton Herta, visiblement l'hypothèse Colton Herta a pris du plomb dans l'aile, surtout que la super licence ça devient de plus en plus compliqué et que un top 4, je crois qu'il faudrait faire un top 4 en IndyCar, ça commence à s'éloigner. Bon, voilà, j'ai vu ce qui s'était passé, qualification des 500 miles d'Indianapolis, ça s'est pas bien passé non plus pour le moment. Maintenant, évidemment, Indianapolis, c'est une course très longue, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si Cadillac ne va pas chercher Palou, c'est une erreur professionnelle. Est-ce que, ah ouais, pour moi, je l'avais déjà dit lors de précédents lives, mais est-ce que, voilà, Alex Palou, c'est, à mon sens, c'est le seul pilote d'IndyCar qui pourrait mériter une chance en F1. Voilà. Le truc, c'est que voilà, il n'a pas de lien avec, le projet Cadillac jusqu'à présent. C'est un pilote espagnol. Il est certes très connu aux États-Unis. Ils peuvent... Ouais, il y a Schwartzman. Schwartzman qui a une petite expérience F1, qui a fait des tests F1, qui était un très très bon pilote en Formule 3, Formule 2. Ouais, bah, il peut y avoir plein de pilotes intéressants. Ouais, pas Lou, Schwartzman, non, c'est vrai. Un pilote d'Indy Next, non, il n'y a aucun pilote d'Indy Next qui peut monter directement en F1. Déjà, personne n'aurait la super licence, je pense. Et surtout, pas forcément d'intérêt. Pas forcément d'intérêt. Après, il y a des pilotes américains qui sont déjà présents en Formule 2, comme un Jack Crawford. C'est pas du tout vendeur, je suis d'accord. Mais en attendant, il est là. Il est pas si loin de la super licence non plus. Euh, Mais en fait, j'espère que Cadillac va vraiment prendre un rookie, va vraiment prendre un choix qui détonne, puisque sinon, s'ils prennent vraiment un line-up style Perez-Schumacher, et pourtant j'adore Mick Schumacher, mais c'est éclaté au sol. Il n'y aura aucune hype. Il n'y aura aucune hype à part les fans de ces pilotes. Oh, ils vont récupérer Colapinto. Ah, putain, imaginez. Hugo Chukwu. Oula, déjà faudrait marquer plus de points en F3. Maintenant, c'est vrai que c'est un pilote américain qui est blindé, mais ouais, ça c'est loin quand même. C'est loin là. C'est compliqué là. Bon, voilà. Quel avenir pour Alex Dunn, le leader de la Formule 2? C'est un souci. Je pense que en tout cas, ça va devenir un souci pour McLaren dans les mois à venir. À long terme, un Weldon intéressant. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est déjà un pilote Andretti, c'est déjà un jeune pilote Andretti. Maintenant, oui, il a fait des bons débuts en F4 italienne. Maintenant, voilà, c'est un pilote de F4. Donc,
oui, ça peut être bien de le prendre en jeune pilote, de faire une académie, oui, c'est logique de recruter Weldon, mais entre la F4 et la F1, il y a beaucoup d'étapes, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, et voilà. Pour le moment, on n'en est pas là du tout. Bon, du coup, de base, ma première diapo sur la F2, c'était sur Victor Martins, des bons débuts. Non mais des bons débuts, mais aussi quand même avant ça il y a la F4 Emirati où il a été extrêmement extrêmement moyen. Enfin extrêmement moyen. Non, il a été bon mais au tiers quoi. Il a été bon mais au tiers, donc c'est pour ça. J'adorerais m'emballer sur une histoire style Sébastien Weldon, le fils prodigue qui vient continuer la legacy, l'héritage du père. Ça serait génial. Mais pour le moment, j'ai pas trop envie de m'emballer au vu de ce que j'ai vu cet hiver. Mais c'était un très bon début. Mais par exemple, en 2023, il y a un pilote Prema aussi qui remporte sa première course en F4 italienne, qui s'appelle Nicolas Lacorte. Voilà, ça a été sa seule grosse performance de l'année. Il a fait un excellent premier week-end et après on l'a plus entendu on l'a plus entendu de l'année. Et ensuite il est monté en Freca, ça a été une catastrophe. Il est monté en F3 et pour le moment voilà c'est compliqué. Donc je vais pas faire des conclusions sur Sébastien Weldon sur un week-end. Voilà. Voilà. Bon, il faut parler évidemment du dossier Victor Martins. Il faut parler du dossier Victor Martins. Évidemment, c'était un week-end qui partait très bien. Il y a peut-être un monde où il y a plusieurs mondes, je pense, où il faisait la pole position. Si le drapeau rouge était tombé quelques secondes plus tôt, il aurait été en pole. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu une dernière tentative pour tout le monde? Bah, voilà, peut-être qu'il aurait été en pole, peut-être qu'il aurait été 11e, on ne sait pas en fait. Mais bon, voilà, on peut dire qu'il s'est un peu fait voler la pole là sur le coup. Course sprint excellente de la part de Victor Martins, excellent départ, il passe de 8e à 5e directement, il passe son coéquipier sur la piste. En interne, il n'y a aucun souci, il éteint complètement Rito Momiyata, qui est quand même pas n'importe qui, comme on l'a dit en début de live. Sauf que, voilà, dimanche, qu'est-ce qui se repasse? Bah, forcément, il retente le même départ. Il essaye de passer de 3e à 1er, sauf que ça cale, car ces Formule 2 ne sont toujours pas équipés de système d'anti-calage, et que il y a vraiment statistiquement, il y a toujours une ou deux voitures qui calent à chaque course, que ce soit au tour de formation ou au premier tour. C'est fatigant. On a ce genre de problème de calage depuis très longtemps. Depuis très longtemps, et c'est toujours pas réglé, puisque la F2 est un monopole. La F2 a un monopole et n'est gênée par absolument personne, donc pourquoi s'améliorer? Pourquoi potentiellement investir? Pourquoi dépenser du budget pour améliorer les voitures, vu que de toute façon il n'y a aucune menace? Voilà. Donc ces voitures n'ont pas de système d'anti-calage. Et donc on se retrouve avec ce genre de situation régulièrement. Quand on essaie de faire un trop bon départ, voilà. Donc, a priori, il y a quand même forcément une petite part quand même qui vient du pilote, à moins qu'il y ait eu un problème électrique, mais ça, je ne sais pas si ça a été, élucidé, parce que parfois il peut y avoir des problèmes électriques en plus de cette absence de système anti-calage. Mais voilà, c'est encore une fois un ici. Ici, je suis complètement d'accord avec Darksider83. Hein. Et si le drapeau rouge était tombé quelques secondes plus tôt? Et s'il n'avait pas calé? Et si Victor Martins n'avait pas été viré par Renault fin 2019? Et si... Voilà, enfin, il y a... Et pourtant, on le sait, il a un talent exceptionnel. Il l'a d'ailleurs montré lors de la course. Lors de la course à Imola, c'est l'un des deux pilotes. Enfin, c'est souvent le pilote le plus rapide. Après, il est très souvent dans l'air libre, certes. Mais c'est l'un des pilotes les plus rapides. Il remonte 12e en profitant d'une safety car, mais il n'arrive jamais à rattraper pleinement son tour de retard. Et si Percy avait été rapide en kart, peut-être que je serais en train de concurrencer. Attends, waouh, ouais, bah non, je serais déjà en F1 là alors qu'il est. Ouais, peut-être. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il foire ses départs en partant du top 3. De toute façon, c'est simple, il part tout le temps du top 3. Il part tout le temps du top 3. En qualification, il est dans le top 3 constamment. Mais je suis d'accord, ça commence à faire beaucoup.
Après, en étant chez Williams, ça va être compliqué de déloger Sainz ou Albon. Pour moi, de toute façon, même par exemple Luke Browning, il fait un début de saison, je vais pas dire parfait, mais très bon. Tu peux être, enfin, tu peux faire le début de saison que tu veux, tu peux faire toutes les victoires que tu veux. C'est pas toi qui va déloger Carlos Sainz ou Alexander Albon. C'est pas toi qui va déloger Carlos Sainz, multiple vainqueur de Grand Prix, et Alex Albon, 8ème du championnat avec 40 points sur une Williams. Forcément, pour qu'il y ait une place qui se libère chez Williams, il va falloir que l'un des deux pilotes parte, qu'il soit viré par l'équipe à cause de mauvaises performances, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment, ou alors que l'un des deux pilotes ait une opportunité ailleurs. Pour le moment, on n'a pas, enfin, il n'y a pas de place. Pour le moment, il n'y a pas de place. Et en plus, je pense que le projet Williams va devenir très intéressant. Bah oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est un peu, un peu écroulé. Je pense dans la salle de bain. Je pense que c'est la baignoire. La tringle du rideau qui est partie, malheureusement, je pense. Euh, Surtout, attends, là où c'est encore plus dur, c'est que là, les pilotes Williams ont l'air de bien s'installer. Bah, c'est ça. Et puis, comme je le disais, voilà, en 2026, Williams aura un moteur. Bon, Mercedes, mais le moteur Mercedes a l'air d'avoir une avance importante, en tout cas, sur le reste de la concurrence, même si c'est des on-dit, c'est des rumeurs qui ne peuvent pas être confirmées aujourd'hui. Euh, donc, clairement, Sainz et Albon, ça va être dur. Enfin, ils vont pas vouloir partir. Il faudrait vraiment que Sainz fasse crash sur crash ou que tout à coup Albon arrête d'être aussi bon. Voilà. Pour le moment, clairement, on aurait pu avoir des petits doutes, on aurait pu avoir des doutes en début d'année. Moi, ma théorie, c'était que Sainz explose Albon. Pour le moment, on n'y est absolument pas. On n'y est absolument pas et Albon est vraiment en train de s'affirmer. Donc, pour le moment, il n'y a pas de place chez Williams en 2026. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de rouler en test, de rouler en test F1 et de prouver sa valeur. Mais l'horloge tourne, l'heure tourne, le temps joue contre Victor Martin. S'il en est à sa 3e saison de F2, je ne peux pas penser qu'il y en aura une 4e. Et il y a toujours ce manque de chance, ce manque de réussite, ce manque de... Voilà. On sait que c'est un pilote très rapide, mais tous les éléments ne viennent pas bout à bout pour lui. On pourra dire aussi qu'on provoque sa chance, voilà. Pour le moment, il n'a pas encore la chance du champion, il n'arrive pas encore à tout mettre bout à bout. Et c'est dommage. Perso, j'ai fait le deuil. Moi aussi, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a fait dans le chat, c'est pour ça que j'essaye d'être gentil. Mais voilà, pour moi, malheureusement, et ça restera l'un des plus gros gâchis, mais la F1 va passer à côté de Victor Martins, et pourtant, je pense qu'il aurait pu faire des choses exceptionnelles. C'est chiant de dire ça, mais il faut déjà que Victor réfléchisse à ses plans pour partir du monde de la F1. J'espère qu'il réfléchit depuis longtemps, parce que s'il l'a pas fait, c'est une faute, alors pas tant de lui, mais en tout cas au moins de son management. Il faut penser à la suite. Il faut penser à la suite, oui, à l'hypercar par exemple, où il avait fait d'excellents tests, d'excellents rookie tests. La Formule E, oui, pourquoi pas, il a aussi testé avec Nissan fut un temps. Nissan qui a un partenariat avec ART en plus. Oui, voilà. Il faut, euh, il faut préparer la suite et de plus en plus, on a du mal à la voir en F1. Bon, déjà voilà, il est à 31 points d'Alex Dunn maintenant. Ça reste moins d'un week-end hein, en soi. Non, 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 on fait dans l'ordre Live 3. On n'a pas encore parlé de Live 3. Un week-end de F2 c'est 39 points, donc en soi rien n'est fait, il n'est pas du tout décroché, il est quand même 8ème au championnat, mais bon, il y a pas mal d'opportunités manquées où on se dit ah purée, ça aurait pu peut-être, peut-être. Et tout n'est pas de sa faute, loin de là, la grande ultra majorité n'est pas de sa faute, mais voilà, encore une fois, c'est à côté. Dunn, du coup, on l'a déjà évoqué. Sami Meklounif, on l'a déjà évoqué quand j'ai remontré son interview qu'il a donné à Canal+, où il dégomme le championnat de Formule 2 et où il nous fait extrêmement plaisir. Ce qui nous fait extrêmement plaisir, c'est surtout son premier point. Alors certes, ce n'est que un point, ce n'est que une 10e place,
Mais quand même, ça fait du bien dans une saison pas du tout évidente pour Trident, où Trident semble vraiment la pire équipe de très loin. Il domine son coéquipier, il arrive à marquer un point, il a un rythme intéressant, parfois en qualif, en course c'est un peu plus compliqué. Le dépassement sur Montoya, non, je crois pas. Si, bah si, oui, 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 il va le faire, oui, oui, si. Donc voilà, c'est positif. Évidemment, on est loin des paillettes de sa victoire en course principale en F3 l'an passé, mais c'est un pas dans la bonne direction. Voilà, j'espère que ça va continuer. Là, il va rouler vraiment à domicile, hein. Il roule à quelques dizaines, centaines de kilomètres, enfin centaines, ouais, centaines. Bon, en tout cas, il roule dans la région PACA au sens large avec Monaco. Voilà, c'est juste à côté de chez lui. Donc voilà, j'espère que ce premier point en amènera d'autres très rapidement. Parmi les tops, parmi les flops, alors parmi les tops, je sais qu'il a été déçu de son week-end, mais moi j'ai vraiment bien apprécié le week-end d'Arvid Lindblad. P4, enfin P2 en sprint, P4 en course principale. On sent qu'il passe à côté d'un gros résultat, que oui, potentiellement ça aurait pu faire podium assez facilement en course principale, mais il n'empêche, c'est un gros week-end où il score des très gros points. Euh, donc voilà, il n'a pas fait de coup d'éclat, il n'a pas été spécialement étincelant, mais solide. Et c'est intéressant d'être déjà solide en ayant 17 ans. Maintenant, voilà, faut confirmer sur la durée, encore une fois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe devant Pepe Marty, il passe devant son coéquipier redoublant, qui a une année d'expérience en plus en F2, qui a beaucoup plus, qui a, oui, plus d'années d'expérience que lui en monoplace. Va falloir que PV Marty réagisse très vite, puisque là, Arvid Lindblad, il est en train de signer son contrat, il est en train de signer son contrat pour 2026, à la place de Liam Lawson, ou si Tsunoda ne reste pas, si Isaac Hadjar monte par exemple, voilà, je ne sais pas exactement. En tout cas, Lindblad, enfin, de plus en plus la saison avance, plus je me dis, je ne vois pas comment Lindblad ne sera pas en F1 en 2026. Au grand dam de Pepe Marty dans le même temps. Maintenant, s'il y a peut-être un monde où et Lawson et Tsunoda partent et sont virés, il y a peut-être un monde où Verstappen part complètement et se lance sur le Nürburgring en GT3. Voilà. Il est où Mansell? Bonne question, bonne question. Il n'y a toujours pas de news officielles qui ont filtré sur l'état de Christian Mansell. Il y a eu une bonne nouvelle quand même récemment, il y a quelques jours slash semaines, où il a refait un test dans une monoplace, dans une GP2 je crois. Donc voilà, en tout cas il remerciait les gens de leur support, de leur soutien, mais sans dire de date de retour. Il disait que ça allait mieux. Et on sait, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de réponse concernant Christian Mansell, concernant un éventuel retour en Formule 2. Red Bull, c'est ceux qui donnent à la fois le plus de chance à leurs jeunes pilotes et le moins de temps pour se développer. Il faudrait pas non plus que Lindblad monte trop vite. Je sais pas vraiment pourquoi. Enfin, le moins de temps pour se développer. Je pense qu'il donne du temps. Il donne assez de temps aux pilotes qui le méritent, on va dire. Euh, Par exemple, pour Isaac Hadjar, ils vont lui laisser le temps. Enfin, Isaac Hadjar, on le reverra en 2026 en Formule 1. Mais par contre, pour Liam Lawson, un pilote en lequel j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, en lequel ils ont moins cru, à l'époque de la F3, de la F2, Helmut Marko, il parlait jamais de Liam Lawson. Pour ces pilotes-là, il va y avoir beaucoup moins de temps et ça va les mettre sous plus de pression, etc. Et ça va être forcément moins rapide du coup. Mais Helmut Marko, il n'a cessé de parler d'Isaac Hadjar et de Arvid Lindblad, et du coup, il y a un vrai soutien. Il y a un vrai soutien au moment où il monte en Formule 1.
il y a un vrai soutien, un vrai accompagnement, je trouve, contrairement à des pilotes qui sont peut-être moins appréciés et qui sont plus virables facilement. Voilà, Tsunoda, Lawson, etc. C'est pas les pilotes les plus appréciés par Helmut Marko, mais voilà. Je sais pas je sais pas trop si mon propos fait sens, mais j'ai l'impression surtout que voilà, Red Bull a ses chouchous. Et en ce moment, les chouchous, c'est bon, Verstappen évidemment, Hadjar et Lindblad. Et donc voilà, si Lindblad monte en F1 dès l'an prochain, je pense qu'il aura 2 saisons minimum. Tout comme, et surtout, euh, derrière Harvey Lindblad, en ce moment, dans l'académie Red Bull, il n'y a pas de giga crack qui va arriver dans l'année à venir. Il y a certes Tim Tramnitz qui fait une bonne saison, mais Tramnitz, il est 3 ans plus vieux qu'Harvey Lindblad. Donc, Tramnitz, c'est peut-être un futur Lawson. Par exemple, enfin, bon, c'est pas vraiment comparable, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un pilote que Helmut Marko n'a jamais survendu aux médias, contrairement à Hadjar, contrairement à Lindblad. Voilà. Après, oui, il y en a tout plein encore en formule régionale, en F4, etc. Oui, voilà, Fionn McLaughlin, Jules Caranta, évidemment. Mais bon, c'est trop. Voilà, ils sont beaucoup trop jeunes, beaucoup trop loin. Imaginons, il y a un duel Lindblad-Hadjar pour aller chez Red Bull d'ici 2-3 ans, ils choisissent qui? Bah, le meilleur. Le meilleur, tout simplement. Euh, voilà, tout simplement le meilleur. J'espère évidemment Isaac Hadjar, mais surtout aussi, pour aller, dans quel sens? Pour aller dans la Red Bull numéro 2 ou pour remplacer Verstappen qui partirait? Hein, nuance. Nuance, puisqu'il y a peut-être un monde où les deux montent chez Red Bull, hein. Je sais pas. Je sais pas. 40 ah, 40. Je croyais que ça parlait de tennis. D'ailleurs, oui, tennis. J'ai vu que ça a pas parlé de Moïse Kouamé. J'imagine qu'il a perdu. Ouais, j'imagine. Oui, malheureusement, il a perdu. Bon, soit. Écoutez, oui, parmi les... Bon, Browning, on en a parlé parmi les tops. Vershore Anonyme, la F2, bon, ça, voilà, on en a parlé. On va passer à la Formule 3. Et là, la Formule 3, c'était beaucoup plus intéressant. C'était beaucoup plus intéressant, championnat beaucoup plus... Enfin, ou en tout cas, il y a eu moins de soucis. Il y a eu moins de soucis, il y a eu des surprises, il y a eu des confirmations, il y a eu des promesses. Voilà, il y a tout ce que j'aime sans le drama extra sportif de la F2. La F3 déçoit rarement quand même, quel super championnat. Moi, enfin, la F3 c'est mon championnat préféré. C'est mon championnat préféré. C'était le cas depuis des années. J'avais assez peur en introduisant une nouvelle voiture qu'on allait perdre le charme de ce championnat. Pas du tout. Pas du tout, donc c'est très chouette. Alors après, ça restait compliqué de dépasser quand même euh, dans un circuit aussi sinueux et étroit que Imola, mais on a quand même vu des dépassements, beaucoup avec le DRS, certains 100 qui étaient très jolis, notamment Alessandro Giusti qui nous a sorti un vrai bijou. Trident est trop loin devant, ça en devient chiant. Bah, c'est une nouvelle réglementation, c'est normal qu'il y ait des équipes supérieures à d'autres, qui ont mieux géré la réglementation que d'autres. Puis bon, Trident, on peut bien leur laisser ça, vu que dans les autres championnats, c'est plus compliqué. Qui a pris la même voie que le foot. C'est mon championnat préféré. C'est mon championnat préféré. Peut-on ouvrir le dossier Préma? Je sais pas si vous avez vu le tweet que j'avais retweeté de. Enfin, c'était un mème où globalement ça disait globalement que Prema était full focus sur l'IndyCar et délaissait complètement les formules de promotion. Je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit aussi vrai, mais on peut ouvrir le dossier Prema, hein. On peut ouvrir le dossier Prema, c'est une catastrophe. Et pourtant en qualification, c'était franchement pas dégueu. Il y a eu des belles choses. Il y a eu des belles choses. Il y a eu 2 top 10 pour Hugo Choukou et Léon. Mais en course, ça tient pas. Ça tient juste pas. Et la gestion des pneus est cataclysmique. Les 3 pilotes bouffent leurs pneus. Et dans tout ça, en plus, on a Brando Badoer qui est complètement largué. Complètement largué. Ils n'ont pas les pilotes en F3 ni en F2. C'est trop simple. C'est trop simple de dire ça. Surtout que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des progrès, surtout en F2. Surtout en F2. Et Antonelli, notamment l'an dernier,
il était dans cette équipe Prema, et certes, il a fait que sixième, mais on avait quand même vu des coups d'éclat de temps en temps. Et là, quand même, Ugo Chukwu, Leon Badoer, je suis d'accord que ça vaut peut-être pas du Camara, Taponen, Justi, etc. Mais ça reste quand même des bons pilotes. Peut-être pas des futurs pilotes de F1, ça je suis probablement d'accord pour les trois, c'est pas des futurs pilotes de F1, en tout cas au mérite à 100%, mais c'est des bons pilotes qui ont remporté des courses avant, Noël Léon qui s'est déjà imposé en F3, Ugo Chukwu et Badoer qui ont remporté des courses en formule régionale. Euh, voilà, il mérite d'être là. Maintenant, surtout pour Badoer, c'est très 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 compliqué. Bon, un point sur le championnat, Raphaël Camara, toujours en tête du championnat, mais son écart s'est réduit à 21 points. Pour la première fois, l'ogre Camara est tombé. En troisième position, on retrouve Tim Tramnitz devant le très régulier Tuka Taponen qui avance en silence. Et pour ceux qui font bouger les choses, changer les choses. Cinquième, Santiago Ramos, deuxième victoire et surtout une victoire en course principale qui fait énormément de bien au pilote mexicain, au pilote Van Amersfoort Racing. Sixième, on retrouve Nicolas Tsolov, septième, Callum Voisin et devant Martinus Tensorn, deux pilotes qui ont eu un gros zéro pointé tous les deux pilotes redoublants. On a ensuite Roman Bilinski qui confirme son beau début de saison. Dixième, Théophile malheureusement pas de points à nouveau pour le pilote stéphanois Bedrin. Et ensuite Alessandro Giusti qui a encore marqué des points, qui remonte au championnat, 12e, ça se rapproche du top 10. Boya, Intrapufasak, Del Pino avec un podium en course sprint, Slater qui n'était pas là car il était en Frika, Wurz, Sharp, Zagazeta, Ugo Chukwu, Ho, Leon, Van Eupen qui sont les 23 pilotes à avoir marqué des points. Enfin, Van Eupen a marqué un point, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. Et parmi les pilotes qui n'ont pas marqué de points, Dufek, Benavides, James Wharton, toujours pas de points pour le vice-champion de Frika en titre. Lacorte, Sagrera, Chie, Badoer, Edley, Dominguez et Marine Angeli. Alors attendez, je rattrape, attendez. Oui, Sébastien Philippe, il va faire une statue à l'effigie de Taponen qui lui sauve la saison pour l'instant. Clairement, excellente recrue. Hein. Heureusement que ART est allé chercher Taponen, mais ouais, clairement. Ouais, par contre, Ugo Chukwu, meilleur pilote Prema F3. Sur le début de saison, oui. Et bon, mais Prema est en grosse difficulté quand même. C'est pas que les pilotes, si vous regardez la deuxième partie de course, les pilotes dégringolent et ne peuvent rien faire. Mais clairement, on voit les pilotes sont en galère avec les pneus et vous n'allez pas me faire croire que c'est juste les pilotes qui sont tous les trois mauvais dans la gestion des pneus. Peut-être un petit peu, mais forcément, il y a une partie, l'équipe n'est pas au rendez-vous sur le début de saison. Quand c'est les trois pilotes là, trois pilotes qui ont des références quand même, qui ont des références en F3, en Frika, etc. Voilà. C'est compliqué pour Naël, c'est dommage. Dommage, il a tellement de talent. Bah, là, ça a été vraiment compliqué. Là, ça a été vraiment, vraiment compliqué, Théophile Naël, ce week-end, surtout quand son coéquipier à côté gagne. Là, forcément, c'est compliqué. Là, clairement, c'est compliqué et on peut pas dire bon bah voilà c'est la faute de l'équipe, etc. L'équipe c'est pas la meilleure et je le redis. Par contre, l'équipe c'est pas la meilleure, mais n'empêche Santiago Ramos a été vainqueur à Imola. C'est un circuit qu'il adore. Il avait déjà signé la pole position l'an passé à Imola. Mais voilà, Naël est passé un petit peu à côté de son week-end. Même en course, on l'a pas vraiment vu faire des. Je me rappelle même plus. Mais voilà, enfin, on l'a pas vu faire des remontées comme à Bahreïn, alors justement, au contraire de Bahreïn, puisque à Bahreïn, il avait pu remonter après des qualifications compliquées. Là, Imola, ça a été vraiment, vraiment laborieux. Il y a eu une crevaison en course principale qui n'aide pas. Waouh, FC Benoît 7, c'est une super unpopular opinion. D'où tu mets Naël derrière Dominguez? Et même à Bahreïn déjà, Naël c'est la meilleure des Van Amersfoort. Il y a juste, mais enfin, on est d'accord pour dire que là, ce week-end, à Imola, Naël n'a pas été dans le rythme. Là, de toute façon, il n'y a pas d'excuse, pas forcément d'excuses à trouver. Mais même dans ce cas-là, enfin, je sais pas, face à Dominguez par exemple,
voilà, enfin, je le trouve pas du tout le plus lent des Van Amersfoort, pas du tout pour moi. Puis surtout, voilà, bon, il y avait cet excellent premier week-end qui embellit le tableau, certes, mais quand même P7, P3, la P3, fallait la faire en qualif. Sous la pluie, il fallait rester troisième aussi, il fallait la garder sur la piste. Donc évidemment, ça embellit un petit peu le tableau. Il paraît que les 3 sièges chez Trident F3 pour 2026 sont déjà signés. Attendez, en mai, d'avoir les 3 sièges signés, je trouverais ça surprenant quand même. En mai, c'est encore plus tôt que tout ce que j'ai jamais vu, hein. Parce que globalement, généralement, ça se joue juillet-août. Les gros baquets, ça se joue juillet-août, et parfois on peut avoir des surprises de dernière minute, et finalement septembre, octobre, et au final, voilà, ça peut changer. En mai, je trouverais ça super tôt. Slater, De Palo, Naël, voilà. Alors, on va pas partir sur des prédictions de la grille 2026. On va pas partir sur les prédictions en mai. Enfin, je veux dire. Déjà, quand on voit mes prédictions en juillet, bon, c'est compliqué. Ah ouais, alors Slater, je sais pas. Même si. Slater, en soi, pourquoi pas, hein. C'est exactement le profil, hein. ADD Management, en plus, qui a déjà travaillé avec, avec Trident, notamment avec Zayn Maloney. Maintenant, Slater, il a aussi déjà des liens avec Prema et Rodin. Bon, alors Prema, vu la saison kata, je pense c'est même pas la peine d'y penser. Après, est-ce que ce serait pas un move tellement Slater, en fait, d'aller dans la meilleure équipe, dans l'équipe dominante? Au final, si, hein, c'est son move préféré, hein. Euh, Donne-le, on regardera fin août ce que ça va donner. Bah, c'est vrai que le petit Slater de Palo Naël, moi je suis pas contre, hein. De Palo qui roule chez Trident en Freca, qui est actuellement en tête du championnat, on y reviendra sur la Freca. Pourquoi pas? Intéressant. Et Naël, je sais qu'il a eu des contacts avec Trident l'an passé. J'aime bien ce trio-là. J'aime bien ce trio-là. Bon, on est en train de se perdre. Il va falloir qu'on avance un petit peu, l'air de rien, parce qu'il y a la Freca et l'Eurocup 3 aussi, et le karting, etc. On va s'arrêter côté français. Les promesses de Giusti. Cette qualif où il fait 13ème après, surtout, il est 12ème pendant si longtemps, et au final, il y a Stromstad qui nous sort un dernier tour de nulle part, plusieurs minutes après tout le monde. Que c'est frustrant. Et pourtant, vraiment, il est dans les mêmes 2-3 centièmes que Tramnitz, mais bah, du mauvais côté de la barrière. Et du coup, ça fait P13. Et du coup, voilà. Donc, il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Il faut vraiment maximiser. Il faut vraiment, voilà, faire non, mais je vais passer. Je vais parler des autres, des autres pilotes. Mais le rythme était super super intéressant. Ce qui était intéressant surtout, c'était la gestion pneumatique qu'il avait en fin de course, en fin de course principale notamment. C'était lui le pilote le plus rapide, et il fondait sur les pilotes devant lui. C'était le seul à pouvoir dépasser, à être aussi agressif, à nous faire des dépassements vraiment de toute beauté à des endroits parfois sans DRS. C'est bien, c'est bien. Voilà, et surtout le problème qu'on avait vu à Melbourne et à Bahreïn sur ces histoires de premier tour qui avaient été compliquées, là, il n'y a plus eu ça. Il a fait des bons premiers tours, des bons départs. Maintenant, il faut juste régler la qualif. Tu règles la qualif, c'est bon. C'est bon. Tu règles la qualif, tout est bon. Et Giusti joue devant. Bon, voilà. Maintenant, il faut tout mettre bout à bout. Il reste 7 week-ends. Je l'ai dit, je le redis, Giusti c'est un pilote qui explose en deuxième moitié de saison. Sur ses 4 années en monoplace en F4 France et en Freca, il explose toujours en deuxième moitié de saison. Donc, ça va venir. Ça va venir, mais clairement le rythme est là. Il faut juste tout mettre bout à bout. Mais c'est très intéressant. Moi, vraiment, j'apprécie vraiment ce que je vois week-end après week-end. Je vois des petites choses en plus. C'est de mieux en mieux. Et voilà, j'attends un gros résultat. Maintenant, est-ce que ça va venir ce week-end à Monaco? Pour beaucoup de pilotes de F3 d'ailleurs cette année, ils vont découvrir les circuits urbains.
parce que certains n'ont pas roulé, par exemple, n'ont pas roulé à Pau, n'ont pas roulé à Macao, certains n'ont jamais roulé à Monaco. Alessandro Giusti, lui, il a déjà roulé dans un circuit urbain à Pau en 2022 où il avait fait 2 podiums. Est-ce que cette expérience peut un petit peu l'aider? Je sais pas trop pour être honnête, mais donc à voir. On sait que voilà, Monaco c'est un circuit qui peut réussir parfois aux pilotes français, mais voilà, Giusti lui n'a pas de référence à Monaco. À voir, que ce soit pour Martin, Smektounif, Naël, à voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils vont marcher dans les pas de Pourchère, de Hadjar, qui nous avait qui nous avait déjà fait rêver sur le rocher? On l'espère. On l'espère. Mais évidemment, l'enseignement principal de ce week-end, c'est que Camara est tombé. Camara, il s'est pas fait mal, ne vous en faites pas. Mais voilà, on semblait parti pour exactement la même chose que sur les courses, sur les week-ends précédents. Il avait la course en main, il menait la course, et au final, il n'a pas réussi à distancer Ramos, et il s'est fait passer par Ramos, et il s'est fait passer par Stromstedt, son coéquipier, et donc il finit troisième. Et même, j'ai envie de dire, limite, il sauve le podium, hein, parce que Taponen finit juste derrière lui. Donc, est-ce que le titre, en fait, peut-être qu'il n'est pas joué? Peut-être qu'on s'est emballé un petit peu trop tôt et qu'on a vu Camara un petit peu trop beau, un petit peu trop à la Bortoleto, et que en fait, visiblement, la concurrence ne fait pas tant d'erreurs que ça. Mais surtout, ce que j'ai vraiment bien apprécié, bon alors Santiago Ramos, je l'avais pas vu venir, hein, évidemment, je pense que personne l'avait vu venir, de voir Santiago Ramos remporter la course principale, même s'il adore ce circuit, même si c'est un très bon pilote qui avait beaucoup déçu l'an passé, mais c'est un très bon pilote qui a été blessé plusieurs fois dans sa carrière et qui parfois, occasionnellement, avait montré son potentiel, mais ça restait très irrégulier. Cette année, on est d'accord, ça reste très irrégulier, puisque c'est les 2 premiers week-ends, c'est aussi, en dehors de sa victoire en course sprint, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Est-ce que Ramos, maintenant, ça va rester dans la durée? Je sais pas, je m'avancerai pas à ça. Mais clairement, Ramos, c'est un pilote qui peut avoir du potentiel, mais peut-être un peu aussi comme un Sami Mektounif, hein. C'est un pilote qui a un potentiel énorme, hein. Sur ses meilleurs jours, Sami Mektounif, il a battu Andrea Kimi Antonelli. Et sur d'autres jours, il se bat pour des P16. Bon, voilà, ça arrive. Il y a des pilotes qui sont plus réguliers que d'autres. Ce qui va Ramos, il nous fait un copier-coller de sa deuxième saison de Freca pendant ce temps. Au final, ça n'avait pas été si exceptionnelissime, la deuxième saison de Freca. Bon, il avait manqué quelques manches en fin d'année, à cause d'une blessure. Euh, parce que ça reste un pilote redoublant. Oh, je sais pas trop. Enfin, c'est vraiment une énigme, hein. C'est quand même une énigme, Santiago Ramos. Donc, j'ai hâte de voir ses prochains meetings. Est-ce qu'il va pouvoir confirmer après ça, ou est-ce que ça sera juste un coup d'éclat, sans lendemain? Camara reste le favori quand même. Oui, oui, bah oui. Enfin, oui, évidemment. Et puis, voilà, on fait les gars sensationnalistes, etc. Camara est tombé. Est-ce que Camara est finito? On ouvre le débat. Alors qu'en fait, le gars, il a fait P3. Il a fait P3 sur un mauvais week-end. Ça va, ça va. Mais même en course sprint, Camara n'a vraiment pas été exceptionnel. Il n'a pas réussi. Il partait 12e. Il n'a pas réussi à remonter dans les points. Il s'est même fait passer par plusieurs pilotes, dont Alessandro Giusti. Euh... Putain, je me rappelle pas de la manœuvre Naël qui pousse Dominguez. Parce que je sais que Naël a une crevaison en course principale, mais j'ai dû sauter ça, hein. Je pense j'ai eu ma mémoire sélective qui est entrée en course sprint. Oula, tu m'en demandes beaucoup là. J'avoue que course sprint, là comme ça, je me rappelle plus trop. Je t'avoue. Donc bon, Camara il fait troisième du week-end, même aussi dans l'an troisième. Non, non, quatrième du week-end, puisqu'il y a Ramos, il y a Strobstek qui marque plus de points, mais il y a aussi Tim Tramnitz qui marque un point de plus que lui. Voilà, c'est. Je ne vais pas dire c'est anecdotique, ça reste quand même un week-end où Camara marque beaucoup de points, mais quand même, il est battable, ce qui n'avait pas du tout été le cas lors des 2 premiers week-ends. Donc à voir.
À voir sur la suite de ce triple header. Est-ce qu'il y a un doute qui va s'instiller dans la tête de Rafael Camara? Est-ce qu'il sera moins en confiance à Monaco? Ou est-ce que au contraire justement il va répondre sur la piste et atomiser la concurrence en disant ouais Imola c'était juste circonstanciel, là il va remettre l'église au centre du village, on verra ce que ça donne. Parmi les tops, évidemment, Tuka Taponen. Voilà, personne ne parle de lui globalement, puisque on parle que des vainqueurs ou que des. Évidemment, ici on parle principalement des Français, mais Tuka Taponen, c'est super impressionnant ce qu'il fait. Il est quatrième au championnat. Euh, Quatrième au championnat, il atomise, mais d'une force assez rare, ses coéquipiers. Qui ont pourtant de belles références. Van Eupen est redoublant. James Wharton et vice-champion de Freka. Taponen ne joue pas dans la même ligue, très 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 clairement. Euh, L'une des belles surprises aussi, c'est Bruno Del Pino, l'autre coéquipier d'Alessandro Giusti avec Team Tramitz. Le trio est vraiment très intéressant et Del Pino a fait encore une fois pour la deuxième fois consécutive une belle qualif. Une belle qualif qui le place 12e, donc idéalement pour la course sprint. Il arrive à faire. Il se bat un petit peu avec Tramitz, mais au final il finit deuxième. Il marque des gros points. C'est franchement sympa. C'est franchement sympa ce qu'il fait. Quand Ferrari devra choisir entre Camara et Taponen, ça sera dur. Ouais. En tout cas, Ferrari va avoir le choix du roi, mais clairement, ils ont signé deux des meilleurs pilotes de leur génération. Alors Camara est un petit peu plus vieux. Camara c'est en 2005, Taponen en 2006. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils vont prioriser peut-être la jeunesse de Tuka Taponen qui aura peut-être plus de potentiel, ou Camara qui aura peut-être plus de soutien du Brésil, ou je sais pas. Je sais pas. Et puis aussi, surtout, Camara, il est toujours dans les meilleures équipes, ce qui n'est pas le cas de Taponen. Aujourd'hui, ART n'est pas du tout la meilleure équipe en F3, donc ouais. Clairement, Ferrari, et surtout, enfin, on peut imaginer que l'un des deux, Camara Taponen, ira en F1 peut-être à l'horizon 2027 quand Lewis Hamilton prendra peut-être sa retraite, que Berman montera chez Ferrari. Qui à la place? Est-ce que Haas prendra encore un pilote Ferrari? Ou est-ce qu'ils prendront peut-être un pilote Toyota et que finalement ils vont prendre Ritomo Miyata ou Ryo Hirakawa, je ne sais pas. Est-ce que Ferrari aura encore un siège chez Haas? Bon, voilà, il y a beaucoup de choses encore qu'on doit beaucoup d'incertitudes évidemment sur le futur, la future grille de Formule 1 2026-2027. Il va y avoir de très très belles choses. Pour moi, les deux monteront F1, mais qu'un seul des deux sous giron Ferrari. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais après, ouais, quelle équipe pourrait récupérer l'un de ces pilotes? Pour le moment, c'est trop tôt. Ou peut-être qu'on fera un live pendant l'été pour vraiment reprédire ça et se lancer dans les prédictions les plus folles, mais on verra. Pour les flops, bon, Préma, on en a parlé, toujours nulle part, une gestion des pneus catastrophique, mais quand même quelques petits points ramenés par Ugo Chukwu et Léon sur la course sprint, la course plus courte. Voilà. Voisin et Stensorn sont vraiment complètement passés à côté. Ouais, alors oui, Voisin n'apprécie pas le circuit. Je sais pas si c'est. Enfin, en fait, le problème pour Voisin, c'est qu'il a vraiment été derrière ses coéquipiers. Derrière ses coéquipiers, Louis Sharp qui a enfin lancé sa saison avec des bons points en course sprint, et Roman Bilinski qui est vraiment la surprise que personne n'avait vu venir, que tout le monde voyait à des années-lumière de Voisin et Sharp. Et pour le moment, c'est vraiment solide ce qu'il fait, même si on a eu que 3 week-ends et que ça reste à pondérer quand même. Le live prédiction de grille jusqu'en 2040. Alors, déjà, si on refait jusqu'à 2030, déjà, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, puisque. Ou alors, le live qu'on avait fait avec Antoine, on l'avait fait jusqu'en 2030, mais c'était en 2023, donc c'était 7 ans à l'avance. Il y avait des belles bêtises, je pense, mais aussi ça permettait de faire découvrir quelques pilotes de F4, de kart, etc. Bon, 2040, faut des pilotes nés en 2023. Bah, pas 2023, 17 ans, non. Ouais, ouais, non, c'est compliqué en 2040, hein. Ouais, des pilotes nés en 2022. J'avoue que je connais quelques noms de pilotes de karting, j'en ai en 2014. Mais tu vois, c'est un peu ma limite, quoi, actuellement. Genre, je peux pas aller beaucoup plus bas, en fait, puisque tout simplement, il y en a qui n'ont pas encore touché de karting, donc c'est compliqué.
C'est compliqué. D'ailleurs, oui, à quand un live avec Antoine? Le peuple le demande. Peut-être, peut-être. J'ai pas encore prévu quel live je ferai pendant l'été, mais si possible, on essaiera de se refaire ça, hein, clairement. Clairement, moi j'adore faire des lives avec Antoine, c'est toujours super sympa, donc pourquoi pas pendant l'été. Pendant l'été, c'est surtout pour occuper pendant la pause estivale. Allez, on passe à la Freca. Et bon, certes, tout n'a pas été rose pour nos Français en F2 et en F3. Oh purée, j'ai eu un coup de vieux. J'ai eu un coup de vieux là, Natoon 28 2040. Andy Consani aura 30 ans. Pff, oh là là. Oh là là. Ouais, aura 30 ans. Ouais, trop bizarre. Et puis moi, j'en aurai 40 du coup. Ouais, c'est bizarre, ouais. Live des prédictions gris de F2, F3 avec Antoine. Ouais, je sais pas si. Je sais pas si ça. Parce que globalement, moi ce que j'essaye dans les lives de prédiction F2 F3, c'est de le faire quand j'ai assez d'infos. Pour le moment, j'ai zéro info, hein, pour être parfaitement honnête. J'ai zéro info en dehors d'infos de l'an passé, mais qui sont peut-être complètement datées désormais. Voilà, déjà il faut que je collecte des infos de mon côté, et puis ensuite on verra. Évidemment, la Freca, donc un week-end qui a souri à certains pilotes français, et notamment un qui a décroché sa première victoire en Freca le dimanche. Enzo Deligny, 17 ans, tout juste 17 ans, qui a décroché sa première victoire en Freca. Ça fait énormément plaisir après une saison 2024 très compliquée, où il a perdu le soutien du Red Bull Junior Team. Et si, et si, et si Enzo Deligny, invité de la chaîne au mois de janvier, et si Enzo Deligny allait se battre pour le titre de Freca, et ben pour le moment, il regarde vraiment ses rivaux les yeux dans les yeux, les favoris les yeux dans les yeux. Euh, Attends, Deligny? Non, attends. Du coup, je crois que je suis surveillé par la famille de, par la famille d'Enzo. Attends, c'est Deligny ou Deligny? Qu'est-ce que je dis moi d'habitude? Je dis Enzo Deligny? Enzo Deligny? Non, attends. Bah, Deligny, c'est Deligny? D'accord. Eh bien, ouais, bah du coup, j'ai. Ouais, Deligny. Ok, d'accord. Très bien. C'est très drôle, puisqu'on se parle. Enfin, il m'envoie des messages WhatsApp et moi je réponds sur Twitch. C'est extrêmement drôle. Bref. Et bien du coup, en plus moi je déteste qu'on écorche mon nom de famille à moi, donc du coup je vais essayer de m'appliquer. Donc Enzo Deligny qui a été vraiment très impressionnant et qui est complètement dans cette bataille au titre. Matteo De Pallo a pris la tête du championnat après un week-end régulier, moins étincelant qu'Amisano, mais quand même des très gros points quand certains des favoris ont un petit peu failli. Ça a été le cas malheureusement d'Evan Gilter, P4 sur la course 1, le rythme était moins là le samedi, le dimanche malheureusement il y a eu cette erreur en qualification comme plusieurs autres pilotes dont Pedro Clerot. Troisième Enzo Deligny, donc vous voyez il est complètement dans ce mix, Enzo Deligny, devant Freddy Slater, quatrième qui a décroché sa première victoire en Freca, on savait qu'elle arriverait tôt ou tard, elle est arrivée le samedi. Derrière alors je ne sais pas si on peut déjà l'appeler ce Big Four. Cinquième, on retrouve Yu Yamakoshi, qui n'a pas encore gagné de course, mais qui a signé une très belle deuxième place le dimanche devant Taito Kato. Bon, vous voyez le drapeau français, mais c'est évidemment un pilote japonais qui est sous licence française, qui vit en France actuellement. Donc Taito Kato qui est sixième après son premier podium. Lui aussi, Rachid Aldairi est septième devant Clerot, un zéro pointé qui fait mal aux pilotes brésiliens. On a ensuite Jack Beaton, Nikita Bedrin, Kanatoli Dion Gauda qui a marqué ses premiers points, le leader de la catégorie rookie, si tant est qu'elle veuille dire quelque chose. Akshay Bora 13, Jin Nakamura 14. C'est assez surprenant en fait de voir les coéquipiers d'Enzo Deligny, Enzo Deligny aussi loin, même si pour Jin Nakamura, on a vu un rythme beaucoup plus intéressant que pour Akshay Bora, mais on a toujours des petits incidents, des petits trucs en piste qui le font pénaliser ou qui le font parfois abandonner, comme à la course 1 à Misano. On a ensuite Nandavoud Biron Bagdi, Giovanni Maschio qui sont les 16 pilotes à avoir marqué des points. Et oui, pour le moment, Enzo Peugeot n'a toujours pas marqué de points après une deuxième et une troisième 11e place consécutive.
On va en reparler. Rui Killiu est 18ème devant Michael Beloff, Kasper Stuka, Enzo Ye, Edouard Bornia, Sakaram Almaocherji, Dorian Pain. Matteo Capieto est parmi les pilotes qui ne sont pas dans, qui ne sont pas dans la capture d'écran. On a aussi Aditya Kulkarni, on a Arthur Eigerter, Tim Gerhardt, je pense. Je ne pense pas en oublier, je crois, comme ça. Voilà, Lord Maschio devant Peugeot. Oui, oui, bah oui. Bon, évidemment, le motif de satisfaction principal du week-end, c'était le week-end d'Enzo Deligny. 4 courses, oui, je me reprends. On a eu 4 courses déjà en Freca, sur les 20 au programme. On a 4 vainqueurs différents, de 4 équipes différentes, vu qu'on a eu 2 Palos de chez Trident, Gilter de chez ART, Slater de chez Prema, et du coup Deligny de chez Air-Ace. Ça va être compliqué de continuer cette série, puisque, alors peut-être une Van Amersfoort, peut-être, qui pourrait continuer cette série, un Clairot ou un Yamakoshi, mais sinon ça va être difficile de passer au-delà de 5. Non, vraiment, surtout ce qui a été, pour en revenir à Enzo, ce qui a vraiment été intéressant, c'est que dès le début du week-end en test, on voyait qu'il était là. Il n'était pas dans les P6, P8 ou ce genre de choses. Il était vraiment P2, P3, P1, notamment lors d'une séance. Là, j'étais en train de me dire, ça serait sympa de faire un gros résultat sur ce week-end. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. C'est ce qui s'est passé. P3, P1 le dimanche. Des dépassements, une bonne gestion de course. Pourtant, tout n'est pas allé dans son sens non plus. Hein. Il a eu beaucoup de trafic lors de la qualification le dimanche. Malgré ça, il sécurise quand même une deuxième ligne. Il fait un bon départ. Il y a quand même un petit peu de réussite sur la course du dimanche avec le contact entre Jin Nakamura et Rachid Aldaeri qui l'aide un petit peu à repasser deuxième. Ouais, peut-être le seul... voilà, il y a eu une relance de safety car où je pense que tous les pilotes derrière lui avaient activé le push to pass et lui ne l'avait pas fait et du coup il est passé de premier à quatrième. Heureusement, voilà, ça n'a pas eu une grande incidence vu que Nakamura et Aldairi se sont éliminés. Et ensuite, il a fait les dépassements sur la piste pour signer la victoire. Une très belle victoire, une première victoire en Freca qui récompense beaucoup d'efforts. Et voilà, tout n'est pas encore parfait. Il y a plein de choses, il y a des choses encore qu'il faut parfaitement, qui restent encore à améliorer, mais aujourd'hui, il est troisième au championnat et bah, c'est logique. C'est logique au vu de tous les progrès qu'on a vus déjà depuis début 2025, en fait, depuis déjà la Formule régionale Moyen-Orient. On avait vu au fil de la campagne hivernale qui commençait vraiment à gagner en confiance, à gagner en solidité. Et là, bah voilà, ça gagne en solidité. Hein. Les 3 dernières courses, c'est P4, P3, P1. C'est intéressant. Maintenant, comme d'autres pilotes, comme pour d'autres pilotes qu'on a évoqués plus tôt sur le live, Alex Dunn et d'autres, il faut confirmer sur la durée, puisque c'est un très bon début de saison. Il faut confirmer sur la durée et, si possible, se battre pour le titre de Freca. Se battre pour le titre de Freca. Pour le moment, il est dans la bataille. Mais voilà, Slater et Gilter, je pense, restent quand même favoris, surtout notamment Freddy Slater avec sa Prema. Mais ça part très bien et surtout ça montre que voilà le Enzo Deligny qu'on avait vu en karting, qu'on avait vu en Formule 4, qu'on avait vu sur des tests, etc., qui avait été extrêmement intéressant. Il ne s'est pas évaporé dans la nature en 2024, il est bien toujours là. Il a mûri, il a progressé, il a appris de ses erreurs. À voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, j'aime bien la direction que ça a pris ces derniers mois en tout cas. Le prochain rendez-vous, c'est Zandvoort. C'est le week-end du 8-9 juin et c'est un week-end où il n'y a pas de F1, F2, F3. Donc voilà, il y aura juste Freca et Eurocup 3 ce week-end-là, pour info. Et donc ça sera à Zandvoort, oui, ça sera à Zandvoort. Adrien David a eu une bonne influence sur lui, visiblement, ouais, hein, clairement. Clairement, des retours que j'ai eu, le fait d'avoir Adrien en tant que coach, ça l'a beaucoup remis en question et il a fait beaucoup d'efforts pour s'améliorer. Maintenant, voilà,
aujourd'hui on célèbre, et aujourd'hui on célèbre, maintenant il faut que ça continue, puisque évidemment le but aujourd'hui c'est de faire quoi? C'est de continuer à impressionner, pas forcément de faire des victoires à chaque course, mais voilà, de jouer devant, comme il le fait depuis le début de la saison, et prétendre légitimement à une place en F3. Aujourd'hui, il est complètement légitime à une place en F3. Mais il faut confirmer. Voilà. Pour les autres Français, euh, oui, bah attends, oui, c'est vrai, petite anecdote, c'est vrai, Homero, Adrien David qui a fait une troisième, deuxième place en 4 courses. Ah, je savais pas qu'il avait pris la tête du championnat, par contre. Ah, je savais pas qu'il était en tête du championnat. J'avoue que j'ai pas vu le classement du championnat de GT4 European Series où Adrien David est engagé, puisque évidemment j'avais vu que Adrien avait fait encore une deuxième place et j'avais vu que Robert Consani, le papa d'Andy, avait fait double victoire avec son coéquipier Benjamin Lariche. Euh, mais du coup, j'avais pensé que bah, du coup Consani et Lariche étaient en tête du championnat, mais du coup Adrien David est devant. Ok, ok, bon voilà, petit fun fact. Du côté de notre Français qui brille habituellement, de notre champion de Formule Régionale Moyen-Orient, ça a été un petit peu moins joyeux. Il a quand même limité la casse. Il a été, mais déjà en fait, on voyait qu'il n'avait pas le rythme de Slater, de Palou et de Ligny sur la course du samedi, mais quand même bon quatrième. Les 12 points qui font du bien, etc. Et il y a cette erreur inhabituelle. Après, il n'a pas du tout été le seul pilote piégé. Il y a Biran Bagdi, il y a Clairot qui sont aussi partis dans les graviers au même moment en qualification. Mais du coup, voilà, ça l'a forcé à partir du fond de grille. Il est remonté 13e. Donc on voyait quand même qu'il y avait le rythme qui pouvait dépasser. Voilà, c'est une erreur. C'est une erreur qui fait du mal forcément, puisque à côté, bah, tu te dis qu'il y avait une occasion. Tu te dis qu'il y avait une occasion. Freddy Slater il fait 14 et puis il dépasse pas le premier virage. Matteo De Palo il se qualifie P12 ou P13 ou quelque chose comme ça et il remonte 6ème. Tu te dis que il fallait peut-être assommer Freddy Slater à ce moment-là. Bon, il n'empêche quand même, c'était un week-end plus délicat pour Evan Giter. Il a quand même marqué des bons points. Il est deuxième au championnat actuellement. Voilà, un week-end un peu plus mitigé. On peut pas être exceptionnel comme tous les week-ends, ça arrive. Pas de chance pour Evan la Q2, plus dans ce secteur, j'étais sur place. Ah bah de toute façon, tout le monde est... Enfin voilà, énormément de monde est parti en aquaplaning à ce virage-là, hein. Il y avait trois voitures... Enfin c'était Nürburgring 2007 le truc, enfin, il y avait trois voitures tankées au même endroit. Donc ça a bien évidemment apporté le drapeau rouge. Il y a moyen que la lutte au titre en Freca soit celle la plus serrée parmi toutes les formules de promotion. Et bah pourquoi pas. Alors bon, il y a peut-être la F2, mais la F2, j'avoue que j'ai du mal à m'y intéresser. Pour le moment, la Freca, ça part très bien, hein. Ça part très bien. Voilà, il y a 4 pilotes qui se détachent, à peu près. À peu près. Ça peut être très intéressant. Euh, cette bataille, surtout si on a deux Français dans cette bataille, moi je prends. Moi je prends. Alors qu'on s'attendait à un Slater facile. Et la saison, elle est pas finie. Enfin, je veux dire, pour moi, aujourd'hui, toujours Slater, il a beau être quatrième au championnat, il reste le grand favori. Il reste le grand favori. Pour moi, Slater, Prema, en fait, s'il n'y a pas de fait de course ou s'il n'y a pas d'erreur de son côté ou d'erreur du côté de Prema, tout simplement, voilà, pour moi, c'est pas trop jouable. Mais voilà, on a fait 20% de la saison. Il est quatrième. Pour moi, voilà, Slater reste favori. Et je pense que voilà, quand les week-ends vont s'enchaîner, peut-être que Slater, un peu à la manière d'Antonelli en 2023, qui au début avait eu des débuts un petit peu compliqués, il y avait eu des faits de course, il y avait eu des petits problèmes mécaniques, etc. Et du coup, c'était pas lui qui était en tête du championnat, et puis au final, les week-ends se sont enchaînés, et puis il a vite pris le dessus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour revenir, ART est toujours sur ART est toujours en tête du championnat équipe, tout simplement parce que, et on l'avait dit sur la preview du début de saison, je pense, et ce début de saison me donne raison, qu'ART a le meilleur trio, a le trio en tout cas le line-up le plus complet sur la grille,
Et voilà, même quand Evan Gilter a été en délicatesse ce dimanche, et bah, ils ont pu compter sur 2 top pilotes, Taito Kato 3e et Kanatoli aussi dans le top 5. Voilà, belle performance du tenant du titre de la F4 France qui décroche son premier podium. Ça n'a pas été une saison hivernale facile au Moyen-Orient, mais il a pas mal appris. Il progresse là aussi, donc un premier podium qui en appelle d'autres forcément. Voilà, ART est en tête du championnat équipe et c'est mérité. Ils ont 3 pilotes sur lesquels ils peuvent compter et ça, pas toutes les équipes peuvent en dire autant. Attendez, c'est super intéressant là ce que vous me dites dans le chat. Pain était énervé sur la pit lane avec le team manager Préma après l'accrochage en course 2 et gueulait sur tout le monde. Oula, ok. Alors, il y a eu en effet un accrochage entre coéquipiers au départ de la course 1, entre Dorian Pain et Freddy Slater. Pour revenir sur le week-end de Dorian Pain, il y a eu des petites promesses en qualification. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient déçus que la qualification, la première séance de qualification ait été annulée, puisque à 5 minutes 30 de la fin de la qualification, Dorian Pain était 6ème de son groupe, mais les temps auraient tombé, enfin, les temps seraient vraiment tombés. À 5 minutes 30, t'as pas une qualif représentative. T'as pas vraiment une qualif représentative, donc certes, ça partait bien, mais voilà, je saute pas au plafond non plus pour ce début cette première moitié de qualification qui avait été pas mal. Euh, oh là là, c'est popcorn, hein. Popcorn dans le chat. Elle disait que c'était la faute de Slater, ça gesticulait dans tous les sens. Oula, ok. Alors oui, j'ai suivi du coup les 2 courses de Freka et j'apprécie beaucoup le commentateur gallois, George Morgan, que je salue, mais parfois il se laisse emporter dans des phrases et il sait pas trop dans quoi ça l'emmène. Et du coup, mais il faudrait que je retrouve l'extrait, il y a eu un moment assez lunaire quand même où il a commencé la phrase en disant Dorian Pain, partie 21ème, qui est actuellement à une très impressionnante 3 petits points, le temps de la trouver dans le classement, 18ème. Du coup, c'était très bizarre comme phrase, puisque du coup, non, c'était pas vraiment impressionnant. En course, voilà, elle a pas vraiment remonté, mais en essai, en qualif, etc., elle était plus proche de ses coéquipiers que d'autres fois. Maintenant, ça reste sa 2e saison d'expérience et Dorian Pain devrait être plus proche. Il y avait du mieux, mais ce qu'il faut, c'est pas du mieux, c'est du concret, exactement. Et il faut des résultats. Après, voilà, elle n'arrête pas de passer de F1 Academy à Freka, etc. Ça ne doit pas forcément l'aider, mais pour le moment, elle est largement battue par ses 3 coéquipiers qui ont marqué des points à toutes les courses. Jack Beaton qui a marqué des points sur les 4 courses. Rachid Aldairi n'a pas marqué de points dimanche, mais bon, il se battait pour la victoire quand même avant son contact avec Jin Nakamura et partait de la pole position. Voilà. Toujours compliqué malheureusement pour Dorian Pain, même s'il y a un léger mieux quand même par rapport à la saison précédente. Pour Enzo Peugeot, là aussi ça a été compliqué, voilà, encore une fois, 2 fois P11, et pourtant, il y a eu du mieux en qualification, il y a eu des top 10, et il y avait eu un excellent départ le samedi, où il a été un temps 5ème, et au final, bah, ça a été l'inverse de Misano. Cette fois, c'est en course que ça n'a pas marché, et il a petit à petit dégringolé dans le classement, pour au final terminer à la pire place, la 11e position. Voilà, le temps joue un peu malheureusement aussi contre Enzo Peugeot. Il faut espérer qu'il arrive rapidement à débloquer son compteur de points, puisque devant, en tout cas, le quatuor Slater, De Palo, Deligny, Gilter ne l'attend pas. Pour info, Abby Pouling a fait P5 et P6 de son premier week-end en GB3. Il y en a, vous voyez une plaie, vous voyez un couteau dedans, vous adorez remuer. Hein. Ouais, pour le moment, évidemment la comparaison est peu flatteuse. J'aimerais bien l'avoir 2-3 fois en F3 histoire de voir si c'est une limite du pilote ou de la voiture pour qu'elle galère autant. Le truc, c'est que, enfin, je pense qu'honnêtement qu'elle se débrouillerait mieux en F3 qu'en Freka, mais
c'est bien, il faut passer par l'Africa, il faut passer par ces étapes intermédiaires, même si voilà, c'est une voiture extrêmement compliquée à piloter, extrêmement lourde, extrêmement physique, mais il faut passer par là. Et il faut mériter sa place, puisque sinon, vous vous rendez compte, imaginons, Prema l'annonce là pour le prochain week, pour Monaco, en Formule 3. Vous imaginez les réactions qu'il va y avoir? Ah bah, c'est une fille, elle a eu sa place parce que c'est une fille. Et enfin voilà, il faut que la place elle soit méritée sportivement. C'est un- on pourra dire ce qu'on voudra, le sport auto reste quand même un milieu assez sexiste, misogyne, etc. Historiquement, même si les choses sont en train de changer. Mais s'il y a une fille qui monte en Formule 2, en Formule 3, et que ce n'est pas mérité sportivement, elle va s'en prendre encore plus que des pilotes payants qui n'ont pas spécialement leur place. Nicolas Lacorté, personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais si par exemple Dorian Pain montait en F3 là, vous pouvez imaginer les réactions que ça serait. Bon. Voilà. Évidemment, il faut mériter sportivement cette montée en F3. Pour le moment, sur les pilotes qui sont actuellement là en Freca, il y a deux pilotes qui sont en train vraiment de se montrer parfaitement pour la F3, qui font exactement le boulot qu'il faut. C'est Enzo Deligny et Evan Gilter. Euh, pour le moment, Enzo Peugeot et Dorian Pin, c'est plus compliqué. Oui, non, mais j'ai dit Monaco parce que c'était le prochain week-end. Mais non, il faudrait pas faire des débuts à Monaco, hein. Ah oui, ça fermerait des bouches si elle arrivait à performer, c'est sûr. Mais bon. En fait, en vrai, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est la voir ailleurs qu'en Freca, où c'est vrai que c'est un championnat très particulier. Mais où la voiture est particulière. C'est vrai que la voir en GB3, j'aurais bien aimé. Ah, la voiture, elle est. Alors déjà, c'est une nouvelle voiture en GB3. Donc pour répondre à la question d'Iratse, globalement, tout est plus simple à piloter qu'une Freca. La Freca, vraiment, de retour de nombreux pilotes, c'est l'une des voitures les pires à piloter. Voilà, tout simplement, les plus compliquées à piloter. Gilter qui devrait être en F3, mais bref. Écoute, Gilter, s'il était en F3, il serait probablement chez ART. Vu comment. Enfin, est-ce que ça serait si bien que ça? Est-ce que c'est pas mieux qu'il reste un petit peu en formation quelque temps? Je ne sais pas. Euh... Après, la nouvelle GB3, elle est. T'as pas envie de l'avoir là-bas non plus, dans le sens où les courses sont pas très intéressantes, c'est ça que tu dis, Homero? Contrairement à l'Euro Formula Open, où certes il y a des grilles de 6 pilotes, mais de 6-8 pilotes, mais les courses sont très sympas à suivre, c'est vrai. Même si voilà, le niveau est peu élevé. Il y avait d'autres Français engagés, évidemment. Il y avait aussi Matteo Capieto qui a fait un retour en monoplace. Très honnêtement, je pense que c'était le seul week-end qu'on verra de Matteo Capieto en Freca avec CL Motorsport, au vu de ce qu'il a dit en story Instagram, où il a. Bon, globalement, il disait ouais, week-end compliqué, patati patata. Euh, je ne me rappelle plus exactement de sa formulation, c'était une story en anglais, mais l'équipe va travailler de là pour aller de l'avant, globalement. C'était genre, ouais, l'équipe va travailler. Genre, ça faisait un peu genre ciao, ça sera sans moi. Bon, voilà, le week-end a été un petit peu compliqué. Maceo n'a pas pu vraiment se mettre en valeur. Bon, voilà, je pense qu'il va se concentrer sur l'endurance, sur la suite de la saison. Bon, écoutez, ah oui, top flop, très rapidement, bah, en fait ça confirme ce qu'on a dit un petit peu sur le début du live. Dans les tops de Palo, tous les pilotes japonais presque, hein, Yu Yamakoshi, Taito Kato, Jin Nakamura, Kanatoli, qui ont été vraiment tous les quatre solides. Et parmi les flops, Pero Clérotte 1-0 pointé qui fait du mal, surtout qu'en plus il passe derrière son coéquipier rookie Yu Yamakoshi au classement. Avec Shaibora qui est pour l'instant la troisième RS assez loin quand même. Il joue un petit peu les points, mais c'est vraiment plusieurs crans en dessous de ses coéquipiers. Et du coup, bon, Enzo Peugeot. Arthur Aegerter, il vient d'où? Il vient de l'Ultimate Cup. L'Ultimate Cup Series, qui est un championnat semi-professionnel. Voilà, il avait fait des courses en Formule Renault, en Formule régionale aussi dans ce championnat. Mais voilà, c'est un championnat avec beaucoup de gentleman drivers, de pilotes amateurs.
qui a révélé quand même certains pilotes par le passé, hein, Grégoire Saucier, Alex Perroni, Lorenz Van Oppen, comme ça. Euh, voilà, il vient de là. Et sinon, pour répondre à ta question plus précisément, il vient d'où? Il vient de Bourgogne, si tu veux tout savoir. Voilà. Et son papa a été l'un des tout premiers sponsors d'Enzo Peugeot, pour l'anecdote. On passe plus rapidement à l'Eurocup 3. L'Eurocup 3, alors, où les MP sont toujours la force dominante avec Mattia Colnaghi en tête du championnat P1 et P2. On a ensuite Kasper Stuka sur la Campos, qui a fait un très très bon week-end, l'ancien pilote Red Bull Junior, devant Maciej Gladish qui a remporté la course 2. On a ensuite Ernesto Rivera, Valerio Rinicella, notre Français Jules Caranta qui a signé une première pole position et un premier podium. On a ensuite Gareth Berry, l'ancien pensionnaire de la F4 France, très surprenant, 7ème. Egozi, Yannis Steven Edens, qui a fait des prouesses sur sa toute petite GRS pour faire 9ème. On a ensuite Carrasco, Cardenas, Tardmanichko et Oscar Wurth, qui sont les 13 pilotes à avoir marqué des points. Ouais, Berry, très très belle surprise. En plus, moi, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Ouais, très appréciable dans le paddock de F4 France, que j'avais un petit peu perdu de vue depuis. Et là, bon, grosse surprise sur ce premier week-end. Pour Jules Caranta, ça a été un week-end en demi-teinte. On a eu un samedi franchement compliqué. Où il se qualifie. Il se qualifie 8ème, je crois. Il finit la course en 8ème position. Et puis au final, vu qu'il a calé au tour de formation, il a provoqué un tour de formation supplémentaire à tout le monde. Du coup, il a été pénalisé dans le drive-thru et termine donc 17ème. Donc un samedi vraiment en enfer. Surtout que dans le même temps, son coéquipier Ernesto Rivera, jeune pilote Red Bull aussi, fait un podium. Par contre, le dimanche, là, beaucoup plus intéressant. Pole position, que j'avais vraiment pas vu venir du coup, parce que je me suis dit, bon, week-end déprimant pour lui. Pole position avec un dixième d'avance sur les MP. Malheureusement, toujours ce point faible chez Jules Caranta que sont les départs, où il se fait passer par Colnaghi et Gladish. Donc il fait troisième, après il est nullement inquiété pour le podium, et il est en troisième un petit peu sans histoire, il n'y a pas le rythme pour aller chercher les MP. Pour le moment, vraiment, les MP ne paraissent pas vraiment atteignables. À voir sur les prochains week-ends ce que ça va donner. En tout cas, c'est bien d'avoir réagi très rapidement après le samedi catastrophique. Première pole position de Campos cette année, hein, sur le championnat hivernal. Campos n'a pas fait de pole position. Lui, voilà, il fait directement une première pole. Un premier podium, c'est bien. Mais pour le moment, il est derrière Stuka. Et de façon plus dangereuse, il est derrière Ernesto Rivera. Et c'est ça l'objectif que doit avoir Jules, c'est de battre ses coéquipiers de chez Red Bull. Je pense qu'il a très bien cet objectif en tête. Donc à voir ce que ça donnera le week-end prochain du 8-9 juin. Pour moi, il va monter en puissance comme Christian Hall l'an dernier. Je pense aussi, hein, je pense aussi globalement, j'ai cette théorie comme quoi Campos est plus à l'aise dans des conditions plus chaudes, plus estivales, etc. Ouais, je pense que Jules Caranta, surtout, je crois que le prochain week-end, dans 3 semaines, c'est à Portimao, circuit sur lequel il a déjà roulé et déjà performé. Euh, je- il avait. Est-ce qu'il avait fait un podium? En tout cas, il avait performé. Il avait performé lors du championnat hivernal en février. Voilà. J'ai eu très peur le samedi. Et là, dimanche, il a vraiment remis les pendules à l'heure. C'est très bien. Il faut continuer comme ça. Par contre, voilà, l'enseignement, c'est que sur ce premier week-end, les MP étaient toujours dominantes, complètement portées par les deux rookies que sont Mattia Colnaghi et Maciej Gladish. Et voilà, on en a parlé rapidement sur le classement, mais les anciens pensionnaires de la F4 France ont brillé, en plus de Jules Caranta, vu que Yannis Steven Edens chez GRS et Gareth Berry chez Saint-Eloc ont été vraiment très impressionnants pour les places d'honneur, certes, mais vraiment pour signer des gros points. Yannis Steven Edens qui avait même été troisième en qualif, qui est passé à vraiment pas grand chose, à une erreur près dans le dernier secteur, de claquer la pole le samedi. Voilà. Non, troisième de la première qualif et quatrième de la course 1, mais il reçoit une pénalité ensuite. Mais voilà, ça fait plaisir de voir les anciens de la F4 France continuer de briller à l'étage supérieur.
On s'approche de la fin de ce live avec la petite page karting. Vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais on en avait parlé lors du live précédent. Il y avait le FIA Academy Trophy. Gladish et Colnaghi, ça sera en F3 normalement l'année prochaine. Au vu de leur performance, oui. Et c'est des pilotes qui sont soutenus financièrement. Surtout Gladish, s'il continue de garder le soutien du pétrolier Orlen. Normalement, oui, ça ira en F3. Pas de preview de la F4 britannique ou même F4 italienne, non. Non, pour être parfaitement honnête, non, puisque déjà le live est beaucoup trop long et que déjà, moi j'ai faim, je suis rentré beaucoup trop tard, j'ai eu des problèmes avec ma voiture, donc non, pas de preview de la F4 britannique ou italienne. Si vous voulez une preview, n'hésitez pas à revoir le débrief qu'on avait fait, surtout pour la F4 italienne, sur l'un des lives précédents. Il y avait le FIA Academy Trophy qui est un peu une sorte de Coupe des Nations de karting, où la France a notamment envoyé cette année son champion en titre, FFSA Junior Maël Lemarchand. Je l'avais même pas fait. Bon, F4 italienne, je l'avais fait. F4 britannique, peut-être pas, mais F4 italienne, je l'avais fait. Ouais, alors la GB3, j'avoue que j'ai pas du tout suivi les courses. J'ai vu que les résultats étaient très 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 surprenants en GB3 avec Patrick Cousin-Roder en tête du championnat. Je sais pas quoi penser de ces classements. Oui, il y a eu aussi un premier podium d'Esteban Masson Super Formula Lights, mais bon, j'espère un peu mieux de la part d'Esteban Masson sur la suite du championnat. On rappelle qu'il avait manqué le premier meeting, hein. Il avait manqué le premier meeting à cause de sa blessure. P3, P5, j'espère mieux. Et GB3, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication. Après, surtout GB3, ce qui m'a un peu déçu en fait, ce qui a fait que j'ai vraiment pas suivi la GB3, c'est que il y a beaucoup de pilotes de GB3 qui font un double programme avec la FRECA. C'est notamment le cas de Slater, le cas de Anatoly, le cas de Taran Vanishkul qui était aussi en Eurocup 3. Voilà. Et quand ces pilotes ne sont pas là, visiblement, il n'y a personne pour les remplacer. Donc du coup, bah, sans tous ces pilotes-là, sans Slater, sans, je crois, il y a Yamakoshi aussi, et bah du coup, la GB3 est un peu vide. Et il n'y a pas de pilote très 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 intéressant. D'ailleurs, oui, j'ai même pas vu comment ça s'est passé pour... Attendez, je vais remettre rapidement le classement de la GB3. J'avoue que je ne l'ai pas mis. Oui, il y a eu un peu de mieux. Un peu de mieux pour Degen Fairclough, qui est probablement l'un des pilotes les plus intéressants du championnat, qui a fait 2 podiums, là, je vois ça, je vous montre rapidement, voilà, comme ça, le classement, vous l'avez. Pas beaucoup d'explications, hein. Eusenroder en tête du championnat devant Ninovic, Lyle, Fairclough, Pradel, Johnson. Bon, voilà, enfin, pour moi, les pilotes les plus intéressants, ils sont là, hein. Fairclough, Johnson, McIntyre, bon, Slater, Stewart Rutoon, Al-Azarif. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Qu'est-ce que font ces 3 pilotes-là en tête du championnat? Même Pradel 5ème. C'est surprenant. Surprenant. Bon, à voir sur les prochains meetings aussi si ça persiste dans la durée. Vous connaissez la devise de ce live d'aujourd'hui. Donc voilà, pour en revenir au karting, on a eu une victoire française avec la victoire du Normand Maël Lemarchand, 13 ans, voilà, qui s'impose d'entrée de jeu. Un premier week-end d'apprentissage où il a été, je crois, 8ème des qualifications, puis au final, de plus en plus rapide jusqu'à remporter sa dernière série, puis jusqu'à remporter la finale. Donc, gros week-end de sa part. Moi, la question que j'ai, c'est, a priori, voilà, c'est l'une des nouvelles pépites de la FFSA. Vu qu'il a remporté le championnat de France FFSA Junior, il défend maintenant les couleurs de la France au FIA Academy Trophy. Le truc, c'est que voilà, qu'est-ce qu'il va faire ensuite pour préparer le passage en F4? Car globalement, en fait, les derniers exemples des pépites de la FFSA, Arthur Dorisson et Lisa Billard, c'est ne rien faire pendant un an. Tu fais globalement, c'est de voilà, tu fais l'Academy Trophy et puis ensuite on te voit plus pendant un an, plus de compétition pendant un an et tu fais des tests en F4. Et bah force est de constater que
ça n'a pas été un succès pour Arthur Dorisson et Lisa Billard sur leur premier meeting. Donc j'espère que cette fois la FFSA va apprendre de ses leçons et que Maël Lemarchand aura un programme quoi qu'il arrive, qu'il soit champion ou pas cette année à l'international en Academy Trophy, et qu'il ait une année de plus en karting, que ça soit voilà, en KZ2, en OK, ou je sais pas, voilà, ou en X30 senior, je ne sais pas, mais un championnat où il va concourir en plus face à des adultes pour vraiment se former face aux meilleurs et progresser. Parce que ne faire que des tests de F4 dans son coin, c'est pas assez. Non, les Saudi World Series, non, peut-être pas. Non. Donc voilà, c'est l'une des questions que j'ai à son sujet, mais en tout cas, félicitations à lui pour sa victoire. Top, 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 top. Il reste 2 week-ends pour décrocher le titre et succéder peut-être à Arthur Dorisson, champion en 2022. Je vous laisse avec les horaires de ce week-end. Oh purée, j'ai même pas mis la F4 italienne, c'est vrai. Ah, je suis désolé. Peut-être que je referai une version plus complète que je publierai sur Twitter. Donc là, j'ai juste mis le week-end F1, F2, F3 à Monaco. Et j'ai pas mis les 500 miles. Ouais, après, c'est pas les formules de promotion européenne, mais d'habitude, je le mets, c'est vrai. Et la F4 britannique. C'est bon, hein, c'était compliqué. J'ai eu beaucoup de choses. J'ai pas eu beaucoup de temps pour organiser ce live, ce diapo, on va dire. Des excuses, toujours des excuses, ouais, exactement. Un premier, je vous refais une version plus complète que je publierai sur Twitter et sur Blue Sky probablement demain, vu que le week-end de F2, F3, vous savez comment il fonctionne. À Monaco, ça commence dès le jeudi, donc du coup, je vais publier les horaires complets à mercredi soir, plus complet. La formule régionale japonaise, peut-être pas, non, peut-être pas quand même. Un prono vainqueur F2, F3 ce week-end avant de partir. Alors, déjà, peut-être. Alors, je regarde les horaires. Peut-être que je pourrais faire un live des qualifs de F3. Voilà, pour info. Peut-être que vendredi matin, on se fera un live des qualifs de F3. Là, comme ça, Darksider83, tu me demandes un prono pour la F2, la F3 à Monaco. J'ai envie de penser au beau jeu et de dire Lindblad en F2, Justy en F3, je sais pas. Ouais, peut-être pas. En vrai, Taponen jamais. Comment ça, Taponen jamais? Non, mais allez, ouais, on a envie de partir sur ça. Lindblad, Justy, même si voilà, ce ne sont pas mes attentes. Ce ne sont pas les objectifs que je leur fixe. Si déjà il y a top 5 ou podium pour Justy, moi je serais déjà aux anges. Taponen à Macao, 3 crash. Pas faux. Pas faux, l'expérience en circuit urbain, ouais. Pas faux, pas faux. Après, c'est des circuits urbains très différents, hein. C'est des circuits urbains différents, donc j'ai envie de dire, voilà, Lindblad, Justy, et puis on verra Martin Stramnitz. Ah ouais, toi t'es là pour l'expérience. Moi je suis là pour voilà, le jeunisme, les rookies, etc. Toi c'est vraiment tout l'inverse. Marty Dunn. Bah, là c'est deux pilotes F2. Non, course principale, puisque course sprint, on rappelle d'ailleurs, voilà, parce que j'en profite, vous voyez que les qualifications de F3 et de F2 sont en deux groupes, le groupe A, le groupe B. Le groupe A, ce sera avec les voitures au numéro impair, puisque tout simplement, en fait, 22 ou 30 voitures à Monaco, c'est toujours un bordel monstre en qualification. Donc les pilotes sont divisés en deux groupes. Groupe impair dans le groupe A, groupe B, enfin numéro pair dans le groupe B. Et en fait, c'est exactement pareil qu'en Freca. Le pilote le plus rapide le plus rapide part en pole position et partira 12e sur la course sprint. Et le pilote le plus rapide de l'autre groupe, du groupe le plus lent, partira deuxième de la course principale. Voilà. Je referai des explications sur Twitter et sur Blue Sky si besoin. Mais voilà. Ça peut donner des choses un petit peu frustrantes, ou par exemple, si on a de la pluie, parce qu'il pourrait y avoir de la pluie, notamment le samedi, peut-être pas le vendredi, mais s'il y a de la pluie qui gêne les qualifications, on pourrait avoir des conditions de piste différentes entre les deux groupes, et peut-être que Justy va claquer le tour du siècle sous la pluie, et va coller 4 secondes à tout le monde, mais sauf que si juste avant c'était sec,
et que du coup tous les autres pilotes étaient 10 secondes plus rapides, bah ça fait que Justy aura pas la pole et ne partira que au mieux deuxième. Voilà. Peut-être un exemple un peu plus concret. Bon, écoutez, merci. Aussi, personne n'a pas parlé de la perf du rookie Franz Hermann en F1. Ouais, pas mal, hein. Pas dégueu, hein. Pas dégueu, hein. Il avait fait quelques tests. Il avait fait quelques tests en GT3 avant. Mais là, très très belle adaptation au monde de la Formule 1. À base 57, je suis désolé, tu arrives au dernier moment. Tu arrives au dernier moment, mais ça va bien, très fatigué. Mais ça va bien et j'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner ce week-end, qui sera quand même un peu plus calme, hein. F1, F2, F3 à Monaco, Indianapolis aussi, mais ça va être plus tranquille comparé au week-end dernier où là, F1, F2, F3, Freca, Eurocup 3, c'était compliqué. Presque 2 heures de live. Ouais, je savais que ce live allait être long. Donc pas de surprise. Pas de surprise. Et voilà, on se dira, on va peut-être être en live vendredi matin. Je vous redis ça. Mais voilà, vendredi matin pour suivre ensemble la qualification de Formule 3. On a parlé de Schwartzman. Non, j'en ai pas trop parlé. Euh, J'en ai pas trop parlé, mais oui, pole position de Robert Schwartzman à Indianapolis. Alors que vous m'aviez dit que Prema était complètement largué en IndyCar. Vous m'avez menti tout ce temps en fait. Non mais je sais que voilà, Prema a été en grosse délicatesse sur le début de saison en IndyCar. Et voilà, pole position de Schwartzman, grosse surprise. Oui, je sais qu'ils avaient peur de ne pas se qualifier, ouais. Non, c'est incroyable, hein. Histoire assez dingue, maintenant 200 tours c'est très long, donc on va voir ce que ça va donner pour ce pilote que fut un temps, enfin en tout cas, jeune pilote Ferrari, il y a une époque, tout le monde le voyait en F1, pas de chance, en 2021, en F2 sur sa saison de redoublant, il est tombé à côté d'un certain Oscar Piastri. Mauvais timing. Bon, allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se dit à très bientôt sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky, sur Twitch, bah, bientôt, je pense vendredi matin. Alors ouais, faire un raid, pourquoi pas, mais je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche pour un prochain live. Je suis désolé, je suis un peu trop fatigué. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous publie le planning complet avec la F4 italienne, etc. Mercredi soir. Donc, bonne soirée à tous. Bye bye et à vendredi.